Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de MMA Time. Alors au programme aujourd'hui, on va revenir sur les combats de l'UFC Fight Night 82, sur John Jones Cormier qui a été annoncé pour le mois d'avril pour l'UFC 197, et dans une troisième partie, on attaquera les World MMA Awards puisqu'on est en période de César et d'Oscar. Une récompense, Donc, absolument. Ouais. je te laisse présenter le premier sujet. Alors, le premier sujet, c'est l'UFC Fight Night 82 qui a eu lieu ce week-end à Las Vegas. C'était une carte, somme toute, assez moyenne. Je lui donne 6 sur 10 moi en note générale. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, une petite note, c'est un 6 sur 10, pas plus. Agréable pour certains combats. Enfin, disons que les combats étaient intéressants et agréables. Ouais. Et finalement, ça manquait juste de nom ou d'excitation avant, en fait. Bah, la carte a été sauvée par le dernier combat, selon moi, le main event. Mais on y reviendra en détail. Donc, on va parler après de 8 combats, ouais, 7-8 combats 8. 8 combats. On va commencer par le combat entre Johnny Hendricks et Stephen Thompson, donc le main event, qui a vu la victoire de Thompson par KO. On va ensuite revenir sur le combat entre poids lourds de Roy Nelson et Jared Rosholt. Et enfin, on va parler de 5 autres combats qu'on détaillera au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite par Johnny Hendricks et Stephen Thompson en welterweight. Je te laisse prendre la parole. Ouais. Alors moi, en fait, je vais commencer le combat par la fin. Je vais m'intéresser à la conférence de presse post-fight. Le combat en soi, il est incroyable, il est magnifique. Thompson, comme tu l'avais dit très justement, c'est vraiment la version aboutie de Sage Northcutt. Il a fait ce qu'il avait à faire, il s'est préparé exactement pour quelqu'un qui allait tenter de le mettre dos à la cage, de l'amener au sol. Il a très bien géré la distance, et il est facile, il est agile, il est beau, il est élégant, il a toutes les qualités qu'on veut et les superlatifs qu'on peut lui donner en ce moment. Ce qui m'a plus choqué, c'est la conférence de presse post-fight où tu as Hendricks en fait qui explique que finalement il n'arrivait pas à cerner Thompson dans ses déplacements, qu'il n'était pas prêt à son style de coup de pied, qu'à chaque fois qu'il voulait aller lui mettre un coup de poing, bah, il était déjà deux pas d'écart, pardon, il s'était sorti de l'affaire. Et il expliquait qu'en fait, il s'était entraîné avec des sparring partners qui ressemblaient à Thompson, mais qui n'avaient pas finalement eu le changement de garde qu'à Thompson. Et t'as l'impression qu'il a énormément perdu d'énergie sur la weight cut et donc la perte de poids, pardon, parce que la dernière fois il n'avait pas pu se battre contre Tyron Woodley. Donc t'avais l'impression qu'il a mis toute son énergie dedans et que finalement il y a eu un manque de préparation technique. Il savait à peu près comment lire idéalement, c'est-à-dire qu'il allait avoir un combattant qui allait être très bon pied et point, qui allait pas l'emmener au sol, ça il le savait. Mais il a été complètement dépassé par le changement de garde. La vitesse de coup de pied, la rapidité de déplacement de Stephen. Donc ça m'a un peu interloqué en me disant voilà, t'as mis toute ton énergie sur la weight cut, ce que je peux comprendre, mais si c'est si difficile pour toi à ce niveau-là de la faire, bah, monte d'une catégorie parce que t'as peut-être plus effectivement ta place. Ouais, en welterweight, ouais. Écoute, d'un point de vue technique, puisque là on parle, avant de parler des conséquences de la victoire de Thompson, on parle vraiment d'un point de vue technique du combat. Comme tu as dit, ouais, d'une fluidité, d'une rapidité, d'une souplesse, d'une élégance. Et d'une aisance aussi. Et d'une aisance, Thompson, absolue. Thompson, c'est quelqu'un, je crois, qui est invaincu dans sa carrière de kickboxer. Il a 16-0 en kickboxing. 16-0 en professionnel, ça, non Hmm. Ouais, et je crois qu'il a 67-0, si je dis pas de bêtises, si tu rajoutes les combats amateurs en kickboxing. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment qui a un background exceptionnel en kickboxing. Mais d'un point de vue technique, donc il était largement dominateur. Il a cette posture de karatéka. Complètement de profil, avec ses gardes changeantes. Alors un coup la jambe droite en avant, un coup la jambe gauche. Il a toute la panoplie. Il garde toujours l'adversaire en ligne de mire. Absolument. Contrairement à des kickboxers ou des combattants de Muay Thai. Ouais, il a cette posture changeante et il a toute la variété, toute la panoplie de coups de pied. Le side kick, le low kick, le middle, le high, enfin tous, le wheel kick. Il a vraiment tous les coups de pied. Je pense que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur actuellement au niveau juste des pieds. Je parle vraiment simplement des pieds du monde du MMA. Donc il avait cet avantage-là. Toi, tu dis que Johnny Hendricks n'était pas préparé. Et En fait, c'est pas qu'il n'était pas préparé, mais c'est pas ça, c'est que dans sa conférence de presse, ouais. il a dit lui-même j'étais pas prêt, il a un peu blâmé son sparring partner, il a dit qu'il se passait pas la même chose qu'à l'entraînement. Tu peux pas reprocher à ton sparring partner de pas avoir le niveau de C'est exactement là où j'allais en venir. T'as tout à fait raison. En fait, je pense que c'est un style qui n'est pas
qu'on ne peut pas reproduire. C'est comment est-ce que tu veux imiter c'est comme si tu disais je vais m'entraîner et je vais avoir le niveau de Zidane, ou c'est pas possible. Tu peux pas reproduire cette qualité-là tant que tu n'as pas affronté Steven Thompson. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu peux essayer vaguement de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à Steven Thompson, de l'aisance au niveau des coups de pied, une garde, un petit peu pareil de profil et tout. Mais c'est absolument impossible tant que tu n'as pas affronté Steven Thompson de reproduire ça à l'entraînement. Je suis d'accord avec toi, mais pour avoir écouté brièvement le podcast de Tyron Woodley, The Morning Wood Show, Ouais. Il t'explique en fait le sparring partner, c'est à toi de le payer pour le faire venir. Et on le voyait dans la vidéo qu'on avait postée précédemment sur Facebook de la semaine des combattants. Steven Thompson, il a fait venir un lutteur du Canada, alors j'ai pas son nom, Matt Miller, qui est spécialiste de lutte. Donc visiblement, il a mis les moyens pour se préparer. Et puis avec son père, qui est son head coach, ils avaient mis vraiment une vraie analyse du combat. Ouais. Là, Tyron Woodley disait visiblement, il n'a pas assez payé ou pris quelqu'un assez bon en sparring pour l'aider. Et il faut des fois ne pas hésiter à mettre les moyens. Bien sûr, Comme ouais. par exemple, Kelvin Gastelum avait eu des problèmes à l'époque sur ses weight cuts. Et il avait recruté Mike Dolce, ça s'était bien passé. Et après, il n'a pas voulu mettre l'argent, il l'a pas eu. Et ça a donné le combat face à Tyron Woodley où il était en surpoids. Et il a dû payer une amende et donner la moitié de son salaire. Et Woodley avait refusé. Hein. Woodley avait refusé. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Jamais personne ne sera le parfait miroir de Thompson dans l'entraînement. Mais est-ce que tu peux pas aussi essayer d'avoir le meilleur sparring possible Ouais. pour t'amener dans les conditions idéales le jour J? Effectivement, là-dessus, il aurait peut-être pu essayer de prendre pas forcément même quelqu'un qui soit welterweight, hein, quelqu'un de n'importe quelle catégorie, mais qui puisse un petit peu reproduire cette aisance, cette fluidité au niveau des pieds. Donc Steven Thompson, sur ce combat, il est absolument parfait, il a tout fait, il a géré la distance, il a géré ce fameux contre-rythme dont on parle, le off-beat. En fait, c'est dès que Johnny Hendricks se lance pour une attaque, il a déjà Steven Thompson sur sa route qui lance un coup de pied, qui lance un direct ou un jab et qui recule immédiatement. Ou à l'inverse, dès que Hendricks a fini son geste, et souvent dans le vent d'ailleurs, parce que souvent Thompson est tellement vif, tellement rapide, et c'est à ce moment-là que Steven Thompson connecte. Donc ce hors-rythme, ce off-beat, il a réussi absolument à le maîtriser et à le matraquer pendant tout le combat. Et puis il a été patient. Quand on a vu le combat ensemble, toi tu m'as fait la réflexion, il te fait penser à Conor McGregor au niveau de l'aisance, de la précision et pas forcément la puissance. Coup de poing, ouais. Il connecte toujours. Voilà, il ne fait... Alors, excuse-moi de te couper la parole, mais juste, en fait, il te met pas de coup de poing à perte. Il perd pas d'énergie à lancer un énorme coup de poing qui va pas toucher sa cible. Tu vois qu'il met pas énormément de puissance, mais ça tape son jab ou les crochets touchent toujours leur cible. Voilà, absolument. Très précisément, c'est œil ou nez. C'est un des deux à chaque fois. La précision de ses coups est chirurgicale. Et il base pas du tout sur la puissance, il base vraiment sur l'efficacité de la précision. Et ça, c'était intéressant de le noter. Tu avais fait la remarque. Et ce qui est d'autant plus intéressant, en fait, et qui donne de valeur à sa victoire contre Hendricks, c'est quand même quelqu'un, Hendricks, qui a fait en 2014 10 rounds face à Robbie Lawler. Ouais. Il a un vrai palmarès. Il a affronté GSP, c'est pas n'importe qui. C'est juste sur les 8-12 derniers mois qu'il est en perte de vitesse. Certains disent que c'est depuis les mauvaises langues, hein, que c'est depuis que l'UFC a renforcé les contrôles antidopage que Hendricks est en perte de vitesse. Et il y a aussi le fait de ne plus avoir les IV, enfin les... Ah oui, les intraveineuses. Les intraveineuses pour se réhydrater après les weight cuts. Et ça doit aussi énormément jouer pour lui. Bien parce sûr, que c'est quelqu'un qui en souffre énormément. Et par exemple, Chad Mendes te disait qu'il en avait souffert un peu dans le combat pour Frankie Edgar parce que c'était la première fois qu'il se passait de ce système-là. Ouais. Donc il faudra le revoir, Hendricks, mais là, Thompson devient aujourd'hui clairement numéro 4. Ouais, absolument. Il a pris la place d'Hendricks, si je dis pas de bêtises. Ouais. Hendricks était numéro 4 avant le combat, et Thompson, de par sa victoire, a pris la place au classement d'Hendricks. Mais donc, ouais, là, on a parlé un petit peu de l'aspect technique, on pourra y revenir parce que c'était tellement beau. C'est un combat qu'il faut absolument que vous voyez, hein. Il dure 4-5 minutes, il dure même pas l'intégralité du premier round. Ouais. Mais il est à voir, vraiment, d'un point de vue... c'est un des plus beaux combats de ces derniers mois. Et en tout cas, une des plus belles performances, parce qu'en face, il n'y avait pas grand-chose. Hendricks n'était pas dans un grand jour. C'est presque pour dire, en fait, pour les gens qui connaissent pas trop, c'est simple, c'est quasiment un Zinedine Zidane, entre guillemets, du MMA. C'est-à-dire qu'il ne te fait pas de coups superficiels et il est élégant. Ouais. Il est sobre. Alors, les coups de pied ne sont pas sobres parce que c'est des beaux coups de pied. Ouais, c'est spectaculaire, mais il les met jamais gratuitement. C'est efficace, ouais. C'est efficace, c'est pas un manque de respect de l'adversaire. Il y va parce qu'il faut le mettre à ce moment-là dans le bon timing et il est très élégant, très fin comme combattant. Et donc ça c'était l'aspect technique. On a dit qu'on voulait aussi revenir sur les conséquences directes. Tu as dit que c'était Thompson qui devenait le numéro 4. On peut commencer par Thompson, mais moi en fait on va commencer par Hendricks. Je préfère commencer par Hendricks. La position d'Hendricks désormais dans la division
est en péril. On va dire que c'est un combat qui était charnière. C'était pas aussi important que pour Thompson. Thompson devait vraiment marquer le coup, devait vraiment saisir cette opportunité que lui avait offert l'UFC. Clairement, Mais pour Hendricks, c'était quand même très important. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas combattu. il est clairement plus en lice pour affronter pour moi des top 2 ou 3 combattants. Voilà, il Là, redescend par exemple, en fait d'un échelon. il y a deux situations. Soit tu lui donnes quelqu'un de jeune comme Kelvin Gastelum, qui a des choses à prouver, qui revient aussi dans une situation difficile, et tu fais un combat entre deux combattants qui ont des choses à prouver, mais moins bien classés pour Hendricks, parce que ça n'aurait pas de sens de lui donner des adversaires au-dessus de lui. Soit tu prends quelqu'un comme Patrick Côté, tout simplement, qui est sur une très bonne série, et qui revient avec l'âge, ça peut être intéressant. Absolument, ouais. Pour Hendricks, de toute façon, tu l'as dit, il peut plus affronter de top contender. Pas pour le moment, en tout cas. Il faudrait une victoire comme quelqu'un face à Gastelum. Là, il y a au moins 5 combattants juste de tête là, qui me viennent en tête, qui sont devant lui. Évidemment, le champion Lawler, Condit après sa performance à l'UFC 194. 94, c'est ça? Ouais. Rory McDonald, Tyron Woodley et désormais Stephen Thompson. Ça, c'est les 5 noms qui sont clairement devant lui. Ensuite, on peut en ajouter d'autres, mais Hendricks faisait partie de cette élite, c'est la crème de la crème normalement de la division. C'était le dernier champion avant Robbie Lawler. Certains même disaient qu'il avait battu Robbie Lawler lors du rematch. Donc lui, il était dans une situation où il ne pouvait éventuellement que descendre. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Il est en train de descendre. Il a raté ses weight cuts. Il y a eu les blessures. Et là, désormais, il a perdu contre Thompson. Donc ça lui laisse dans une position vraiment, vraiment instable dans la division. Il faut qu'il se reconstruise. Pour moi, c'est simple. Enfin, il n'y a pas un énorme débat à faire. Il faut qu'il aille prendre des Demian Maia, des Gunnar Nelson, qu'il affronte ces gens-là. Et si effectivement il arrive à avoir une victoire contre eux, là, ça va lui redonner un peu de crédit, de confiance. Peut-être qu'il pourra rebondir pour aller plus haut. Mais il déjà, doit reconstruire une série de victoires. Après, concernant Thompson, tu me donneras ton avis. Lui a demandé un title shot. Je trouve que c'est pas que c'est pas mérité parce que son combat est exceptionnel. Mais pour moi, il y a aujourd'hui, et c'est ma lecture et mon sentiment, et les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais je vois d'abord le rematch Condit contre Lawler à l'UFC 200, même si Tyron Woodley, on lui a proposé on lui avait promis, et qu'on lui avait promis le title shot. Pour moi, justement, il doit y avoir à l'UFC 200 aussi le combat entre Tyron Woodley et Thompson pour faire clairement apparaître entre les deux le futur qui affrontera soit le vainqueur de Condit ou Lawler. Et là, ça légitimerait et Tyron Woodley qui... Il te dit qu'il est légitime parce qu'on lui a promis, je suis d'accord. Ouais. Mais quand tu regardes ses derniers combats, Hendricks, il ne le combat pas parce qu'il est forfait sur abandon à cause du problème de weight cut. C'est que Gastelum avant qui bat. Moi, je l'aime beaucoup, c'est un de mes combattants préférés, mais il n'est pas très bien coté, il est 8e ou 9e. Donc, si tu veux vraiment que légitimement Tyron Woodley ait une chance de combattre pour le titre et que ce soit indiscutable et qu'on ne puisse pas revenir sur la promesse, mets-lui Thompson en face. Si Thompson, tu lui donnes Tyron Woodley qui le bat, pareil, il sortira d'une victoire face une sorte de demi-finale. C'est une vraie demi-finale. Il sortira d'une victoire face à Johnny Hendricks. Il bat Tyron Woodley, il est totalement légitime. Et juste en dessous, je mettrais des deux pour cette demi-finale. Je mettrais Rory McDonald contre Demian Maia. C'est ce que j'allais dire, c'est le nom qui me vient en tête. Moi. Un autre combattant très méritant, c'est Demian Maia. Ouais. Demian Maia ou Gunnar Nelson. Et je les mettrais juste en dessous, ceux-là, tu vois. Et je ferais d'abord la demi-finale et... On a besoin de revoir le combat Condit Lawler. Pas parce que tout le monde c'est la mode des rematchs, parce que simplement sur ce combat-là, et pour une fois, les gens sont partagés à 50-50. Oui, c'était Lawler, non, c'était Condit. Donc, vu que c'est pas clair, moi et toi, par exemple, on penche clairement pour Condit, mais ça me choque pas non plus aujourd'hui que non, que Lawler ait gardé son titre, c'était pas choquant, mais ouais, c'est pas parce que je suis supporter de Condit. On pensait quand même que Condit avait gagné. Mais je pense que pour bien clarifier les choses une dernière fois, remettons le rematch à l'UFC 200, c'est magnifique en plus comme combat sur la guerre de l'UFC 200, mais à l'UFC 200, Thompson contre Tyron Woodley, ça va être génial. Et après, les deux vainqueurs se croisent pour un title shot. C'est la catégorie de poids la plus dense de tout l'UFC en fait. C'est pour ça que j'en reviens à Hendricks, mais c'est pour ça qu'Hendricks est dans une situation difficile. C'est aussi parce que c'est cette catégorie-là. S'il avait perdu dans une catégorie où il n'y avait pas grand monde, pas grande concurrence, c'était pas si grave, mais là dans cette catégorie où la moindre défaite te fait vraiment chuter, et le niveau général est très élevé, c'est le plus élevé de l'UFC. Là, c'est vraiment difficile pour lui. Donc Thompson, moi, je le vois à 2 combats de title shot. Ah, donc t'es encore plus dur que moi. Une victoire encore de ce calibre aussi impressionnante contre un vrai contender,
contre Rory par exemple, ou contre Woodley, ou contre qui que ce soit. Et ensuite, confirmer contre un Condit, peu importe après qui sera champion au moment des faits, avant vraiment de se lancer dans un title shot. C'est selon moi, parce qu'il n'a pas affronté grand monde avant Johnny Hendricks. Il avait Matt Brown contre qui il avait perdu. Il avait aussi un très beau combat contre Patrick Coté. Mais à part ça, il n'y avait pas non plus un tableau de chasse ultra... C'est pour ça qu'à mon sens, il peut pas légitimement demander tout de suite le title shot. C'est pas, enfin, il m'a convaincu hier. Il a 31 ans ou 32, je crois, donc effectivement, le temps va presser pour lui. Enfin, pas va presser, mais il va falloir lui donner dans les 2-3 combats qui arrivent s'il confirme. Mais moi, je suis d'accord avec toi largement. Qui combatte encore une ou deux fois, qui fasse beaucoup d'éclat. À la limite, voilà, je serais d'accord avec toi si il fait un nouveau coup d'éclat, une nouvelle performance si c'est extraordinaire dans son prochain combat, ça peut légitimer un title shot immédiat. Si vraiment il est à ce niveau de domination, de performance, ça serait quand même difficile et cruel de lui dire non, tu mérites pas de title shot. S'il bat quelqu'un d'un niveau d'Hendricks, encore avec la manière. Donc voilà pour pour le main event. De toute façon, c'était facile. Tout le monde avait choisi Johnny Hendricks en général, et comme toi, sauf les gens intelligents comme moi qui j'avais pronostiqué la victoire d'Hendricks. Hein. Mais là, on va pour moi passer au combat le plus ennuyeux de la soirée. Ouais. Roy Nelson-Rochhold. Là, ouais. Accrochez-vous. Je te laisse dire 2 mots parce que de toute façon, je crois qu'on va même pas en dire beaucoup plus. Tellement c'était ennuyeux. Pour vous dire à peu près de quel type de combat il s'agit. C'est une femme enceinte de 8 mois. Ouais, il y avait un homme enceinte de 8 mois contre un vieillard mal dégrossi. Il y avait donc 2 combattants qui étaient dans une telle situation que, à la fin du premier round, ils n'arrivaient pas à noter le round. Ils ne savaient pas s'ils l'avaient remporté ou pas. C'est à ce niveau, c'est à ce degré de combat qu'on est arrivé. Les deux ont demandé à leur corner respectif, à la fin du premier round, est-ce que j'ai ce round dans la poche? Donc c'est pour vous dire que personne ne savait ce qui se passait. Il y avait un attentisme fou. Les échanges étaient... Clairement, Roy s'est pas fatigué sur ce combat-là. Non, il a combattu intelligemment. Il s'est pas fatigué. Il y avait pas de rythme, c'était mou, c'était lent et il a gagné au point. Et voilà, il s'est absolument rien passé. Un attentisme. Roy Nelson est dans une position très très basse sur les appuis. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument éviter les takedowns de Rochhold, qui est un des meilleurs lutteurs de la division. Et à l'inverse, Rochhold craignait énormément la puissance des punchs de Roy Nelson. Donc il a fait que tourner tout au long du combat. Il tournait autour de l'octogone, il tournait. 0 centime. Je crois que c'est la première fois que Roy Nelson est sifflé dans un combat. C'est quelqu'un qui normalement est un chouchou du public. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi. Parce que c'est un combattant spectaculaire, il a beaucoup de KO à son actif. D'ailleurs, des KO aussi contre lui. Mais normalement, il est pas dans un. Enfin, on n'a jamais vu Roy Nelson dans un combat. Qui est spectaculaire. Sa coupe de camionneur avec le mulet. Ouais. Mais normalement, il est jamais dans un combat ennuyeux, Roy Nelson. Et là, effectivement, c'était une purge. Mais quand il n'est pas dans un combat ennuyeux, en fait, le problème, c'est qu'il se fait martyriser par le combattant en face. Donc, c'est pas ce que j'appelle ne pas être J'ai l'impression que c'est le faire-valoir de l'UFC. C'est-à-dire que il prend un combattant sérieux, il se fait détruire par le combattant sérieux. Et moi, j'ai pas envie de voir le combat parce que ça me gêne et qu'il a pas de répondant. Et comme l'UFC l'aime énormément, que c'est quelqu'un de sympathique, après, il lui donne un combat genre face à Rochhold, où ils disent il va se refaire un petit peu la cerise, ça va lui permettre de revenir et on s'ennuie. On s'ennuie, absolument. Donc moi, je peux comprendre que les gens l'aiment bien, mais... Non, mais c'était vraiment un combat sans intérêt. Mais on parlait déjà de la catégorie poids lourd en se posant des questions la semaine dernière. Ce combat n'a rien fait pour nous faire changer d'avis. C'est vraiment la catégorie la plus faible de l'UFC. Vivement que John Jones y aille, quoi. Absolument, ouais. On espère que John Jones va y aller et qu'il y a une nouvelle génération de poids lourds qui arrive. Non, mais il y a sincèrement, Francis Ngannou, c'était son premier combat, il va revenir à l'UFC Zagreb. Notre combattant français, Francis Ngannou. Sur la carte de Junior Dos Santos contre Ben Rothwell. C'est la première fois depuis longtemps que je voyais un poids lourd qui est tracé comme un poids lourd à la boxe. Physiquement, il est comme Lennox Lewis. Il a les mêmes trapèzes, il est grand, il est sculpté. Et tu sors de cette espèce d'image qu'on a en ce moment dans les poids lourds de l'UFC, où ils sont tous gros. Ouais, il y a un manque de qualité athlétique. Et ils sont lents, ils sont gros. Et Brandon Gibson le disait dans l'interview qu'on a fait. Vraiment, voilà, il manque de qualité athlétique. Et s'il avait raison, comme il le sentait venir, Brandon Gibson, l'entraîneur de John Jones, ce serait intéressant effectivement qu'on arrive à une catégorie de poids lourds plus tracée, plus fin,
plus rapide, plus explosif, Ça redynamiserait un petit peu pas forcément au les combats. sommet du poids, mais vraiment au contraire le poids le plus bas possible de la catégorie pour avoir des combats plus explosifs, plus intéressants à tous les niveaux, plus spectaculaires. Bon, enfin voilà, on va passer sur ce combat-là. Ouais, ce combat, et il y a on va vraiment pas aller grand-chose sur, à dire. Celui de Vincent Saint-Preux contre Raphaël, Ouais. le Brésilien. Rafael Feijão. Donc je vais juste moi donner deux éléments qui étaient intéressants dans ce combat-là parce que c'est pas non plus la peine à mon sens qu'on s'y attarde trop. Un combat en light heavyweight, lourd léger. Vincent Preux se blesse à 2 minutes du combat Ouais. au pied, il met un coup de pied sur la cuisse et tu vois immédiatement quand il rabat sa jambe, pas celle d'appui, qu'il s'est fait mal au pied. Donc moi je me dis à ce moment-là super, je vais gagner face à Sweb parce que j'avais T'avais parié pour voilà. pronostic Raphaël. Le Brésilien a 2 coups de pied intelligents dans la jambe puisqu'il vient viser la jambe blessée, ce qui gêne un petit peu au Vincent Preux. Et puis tout à coup, tu sais pas pourquoi, il a totalement arrêté de combattre. Et au mérite de Vincent Preux, il a eu une réaction géniale, c'est-à-dire qu'il s'est fait mal. Il a été puisé dans ses réserves, tu le voyais pas dans sa tête au niveau de son visage qu'il avait l'air de trop souffrir, mais tu sentais qu'il était pas à l'aise. Et il a amené le combat au sol. Et à partir de là, il a dominé de manière lente et continue jusqu'à la décision. Ouais, Et, bravo à lui, visiblement, puisqu'il était en Je crois qu'il était conférence blessé à la cheville, hein. C'est pas au pied, je crois. à la cheville. En tout cas, il est arrivé en béquille à la conférence de presse. Donc Ouais. il avait vraiment quelque chose. Donc tout le mérite lui en Ouais, il a revient serré les dents. d'avoir serré les dents. Et justement, au contraire du Brésilien qui n'a rien fait, qui n'a pas saisi l'opportunité. Absolument, ouais. Ce qui était le plus frappant dans le combat du Brésilien, c'était le manque de volume. À un moment, je crois qu'il a mis. J'ai dû noter le nombre de strikes. Ouais. Il a mis, au début du 13e round, il n'était qu'à 13 coups portés. 13 tentatives de coups portés pour le Brésilien. Non, c'était ridicule. C'est pour ça que Donc, ça. on peut pas gagner un combat avec 13 tentatives de coups, à moins vraiment d'un miracle de réussir à toucher là-dessus. Mais au Vincent Pro, il a eu un combat à sa main, il était assez tranquille. Le seul problème qu'il a connu, c'était la blessure, mais pour tout ce qui était du reste, avec son passé de lutteur et le combat qu'il a amené au sol. Oui, parce que tu sens que si idéalement il a s'était pas contrôlé, blessé, tu sens qu'il serait resté debout. Ouais, peut-être, ouais. Parce qu'il commençait à le mettre en difficulté. Mais il a dû se réadapter et changer sa stratégie. Absolument, ouais. Donc ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce combat. On voulait enchaîner directement ensuite sur le combat en bantamweight flyweight, entre Benavides et Zach Makowski. Donc je te laisse en dire un mot. Pareil, je vais après aller sur les combats un peu plus tard en longueur sur ceux qui nous attendent. Là, je vais être très rapide. Conférence de presse, Joseph Benavides dit que c'est à partir du 3e round qu'à la fin, tu le vois s'énerver contre l'arbitre en disant c'est déjà la fin du combat parce qu'il commence à se sentir à l'aise. Alors comme d'habitude, il est très rapide. Il est beau à voir parce que ça met du rythme, il se déplace bien, il a des bons coups de poing, il est un petit peu comme... C'est un Dominique Rose du pauvre, quoi. Non, c'est Ouais, un TJ un- Dillashaw du pauvre, pardon, parce qu'avec le changement de Mais posture une catégorie en dessous, il le fait très bien. le changement de posture, Mais il a le mis même du temps à entraîneur. rentrer dans le combat. Ça a été un petit diesel et il aurait aimé faire un 5 rounds plutôt qu'un 3 rounds, et ce que je peux comprendre. Le combat était pas plus plaisant que ça, sinon de regarder son jeu de jambes, son déplacement, et sur ça, il est très bon. Ouais, bah absolument. Bah, comme Voilà. je te le disais, il partage le même entraîneur que TJ Dillashaw, et effectivement, on voit beaucoup de similitudes. Duane Ludwig, c'est la même école, c'est les changements de posture, c'est les déplacements latéraux, c'est les coups de pied, les high kicks. Il fait pas que partager le même entraîneur. C'est-à-dire que lui, il est de la team Alpha Male à la Ouais. base, de Uriah Faber. C'est Uriah Faber qui l'a fait venir, c'est son vrai mentor. Mais pour la première fois, et il l'a dit parce que les gens lui ont posé la question avec tout ce qui se passe à la team Alpha Male, et d'ailleurs ça mérite qu'on fasse un sujet dans nos prochains épisodes justement consacré qu'à ça. Il est parti s'entraîner à Jackson Wink Ouais. pendant quelques temps, pendant 2 semaines je crois. Donc il était avec Brandon Gibson avec qui on a parlé, et John Jones, Cowboy Cerrone et tout, il s'entraînait un peu là-bas. Et une fois qu'il avait fait son camp là-bas, il est parti 2 autres semaines avec Duane Ludwig s'entraîner. Parce qu'il arrive à un moment de sa carrière où il sent qu'il a besoin de structure pour les coachs et que simplement être entraîné, parce que la spécificité de la team Alpha Male, c'est d'être entraîné par les combattants, sans réel entraîneur depuis que Duane Ludwig est parti, il n'y en avait pas avant. Donc il y a moins de structure. Et là, il est reparti chercher des structures un petit peu à droite et à gauche. Et comme il a encore gardé des liens d'amitié avec Duane Ludwig et avec TJ Dillashaw, il en a profité. Bah, il y avait une similitude en tout cas claire dans sa manière de combattre. Comme tu l'as dit, il est monté en régime, monté en puissance. On a senti qu'il était beaucoup plus souple, beaucoup plus relâché à partir du 3e round. C'est une performance notable, mais pas non plus extraordinaire. Ça lui permet surtout de garder sa série de victoires. Je crois que ça fait 5 pour lui.
Maintenant, ça le situe où dans la division des poids mouches? C'est simple, il a appris en conférence de presse, c'était très marrant, il disait maintenant que j'ai battu, je veux le title shot, et les journalistes lui ont dit ouais, mais on vient juste d'annoncer il y a une demi-heure qu'à l'UFC 197, au moment de John Jones et de Cormier, il y aura le titre entre Demetrius Johnson et Henry Cejudo. Donc il l'avait un peu là parce que il pensait avoir fait ce qu'il fallait pour revenir. Je suis pas d'accord, il avait pas fait ce qu'il fallait. Lui-même disait, je sais pas si vendre un Demetrius Johnson contre moi numéro 3, c'est ça, avec 2 défaites au compteur. Ça va exciter les foules, je sais pas. Maintenant, j'ai le sentiment de venir de 5 victoires. Donc, est-ce qu'il me faut encore un combat? Je le prendrai s'il le faut. Henry Cejudo, c'est quelqu'un qui a déjà 29 ans. Il est champion olympique de lutte. Donc, ça fait partie des gens qui sont légitimes avec le japonais Oguchi. Gushi, je veux pas abîmer son nom. Ouais. Ils font partie des 3 qui aujourd'hui peuvent venir titiller Demetrius Johnson. Sauf que comme tu l'as dit justement, il a déjà eu 2 chances. Donc, il a eu 2 chances et surtout je pense que s'il y avait un 3e combat, il se passerait exactement ce qui s'est passé aux 2 premiers combats, et il perdrait de nouveau. Donc qu'il construise encore une série de victoires, qu'il essaie de progresser. Lui, il réclamait dans son interview dans l'Octogone juste après le combat, éventuellement une sorte de demi-finale contre Cejudo. Là, le fait est que Cejudo va combattre Johnson. Ouais, Benavidez, il doit encore bosser et encore essayer de se construire. Il devrait peut-être affronter le japonais là, dont j'ai écorché le nom, et comme constituer une demi-finale pour Thompson, pour ensuite éventuellement prendre le vainqueur de Cejudo contre. Ouais, à la limite, voilà, exactement. Contre Demetrius. Exactement, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur ce combat. Ouais, là on va enchaîner sur ton favori, McPile contre Sean Spencer. Là on parlait de mulet tout à l'heure avec Roy Nelson, là c'est spectaculaire. Hein. Là, c'est la vraie Amérique profonde comme on les aime. C'est les rednecks dans toute leur splendeur. Ouais. Et surtout, tu sais, la voiture coupée. Moitié 4x4, oui, moitié décapotable. Les pick-up, voilà, merci. Ouais. Donc vas-y, je te laisse. Sur le combat de Mike Pyle, Mike Pyle il a 40 ans, c'est un vétéran. Il avait pas été actif depuis 1 an, je crois. Ça faisait plus d'1 an qu'il avait pas combattu. C'est quelqu'un qui, malgré tout, continue de progresser, c'est ça qui est paradoxal. Il a 40 ans, mais il continue de progresser techniquement, il continue de s'améliorer. Il affrontait quelqu'un qui était sur une petite série de victoires, si je dis pas de bêtises, Sean Spencer. Très intéressant comme combattant. Ouais, c'est un striker qui surtout est connu pour son volume. Il met beaucoup de volume. Il est pas très puissant, mais c'est un combattant qui met beaucoup de volume. Et techniquement, il est bon dans les enchaînements. Tu le voyais, il était. En fait, il était très académique, très respectueux de son plan de jeu. C'était un combattant, un bon élève. C'était vraiment un bon élève, ce Sean Spencer. Mais il est tombé sur le vétéran Pyle, et qui était quand même plus fluide malgré tout, qui était plus expérimenté, qui a amené le combat là où il le voulait. Les changements de niveau, notamment au niveau de la boxe, c'était parfait. Cette capacité à se baisser, à se relever, à changer d'angle. Moi, j'ai trouvé un Pyle pour un type de 40 ans qui m'a impressionné. C'était incroyable. La performance qu'il a faite était géniale. Surtout que tu voyais qu'il a commencé à trouver son rythme dans le 2e et le 3e round. Le premier round, c'était un peu Spencer qui était dans l'activité, qui avait le contrôle de l'octogone. Et une fois qu'il a compris, en gros, la manière de se déplacer et la stratégie de son adversaire, McPile a tout de suite été efficace et il a été vraiment bon. Et tu l'as vu d'ailleurs, il a mis KO sur un spinning elbow pardon. Sur un coup de coude retourné. Et tu l'avais vu déjà retenter dans le combat 2-3 fois des coups de poing retournés et des coups de coude retournés. Donc il avait déjà préparé ça, tu sentais qu'il voulait l'amener, c'était pas gratuit. Ce coup de coude retourné m'a fait penser énormément au coup de coude retourné de John Jones sur Gustafsson à la fin du 5e round là. Au début ou au milieu du 5e round, quand Jones vraiment emporte la décision, c'est le moment où il a mis le plus en difficulté Gustafsson. Il n'avait pas réussi à le terminer. Là, Pyle a réussi à terminer avec un barrage de coups, des genoux, des coudes. Il avait réussi à l'attraper au clinch et à le terminer. Mais c'était vraiment un spinning elbow, un coup de coude retourné tout à fait similaire, et c'était intéressant de le noter. Et bon, Mike Pyle là, dans la catégorie en welterweight, sera juste un bon petit combattant qui va continuer pendant peut-être quelques années, histoire de... Oui, il l'a dit lui-même, il a énormément de temps. Des combats où il pourra se faire plaisir, gagner un petit peu d'argent, et voilà, et prendre sa retraite. Donc on va passer au combat de Noah de la Hatt contre Diego Rivas. Très intéressant ce combat, à plein de niveaux. Je pense que tu as envie d'en parler comme moi pour... Déjà, allez voir le chaos de ce combat. En fait, c'était pas le combat le plus attrayant sur le papier, et puis finalement, le déroulé du combat l'a rendu un des plus beaux combats de la soirée avec Steven Thompson. Ouais, exactement, ouais. Dans le premier round, on a vu Noah de la Hatt qui a complètement étouffé Diego Rivas grâce au jiu-jitsu et à ses takedowns. C'était un vrai contrôle. Le seul problème qu'il a eu, c'est qu'il était incapable de glisser des coups entre les transitions au sol et les tentatives de soumission, ce qui aurait pu l'aider
pour mettre KO éventuellement Diego Rivas. Et puis retournement de situation incroyable dès l'entame du deuxième round. Le Noah de Lahat va, je crois, pour shooter un takedown. Et Diego Rivas le lit parfaitement bien. Lui met le coup de genou sauté. C'est le deuxième KO qui se prend comme ça. C'est le seul combattant de l'histoire du MMA qui a perdu sur 2 KO avec coup de genou sauté. Non, pas consécutif, mais dans l'histoire du MMA. Il n'y a personne qui en a pris 2 et qui a perdu comme ça avec 2 coups de genou sautés. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que non seulement là, il prend un coup de genou, il était KO pendant plus de 4 minutes. Donc il y a eu la coupure de publicité aux États-Unis. Il y a eu l'annonce du juge où Diego Rivas était seul sur le ring et lui, il était encore allongé KO. Il a réussi à se relever, tout le monde avait super peur, les journalistes pensaient qu'il était à moitié mort ou qu'il était convulsé parce qu'il avait ses membres visiblement qui sont un petit peu tordus. Ouais, il était complètement crispé. Et il est allé à l'hôpital et finalement tout va bien, aucun souci, pas de commotion cérébrale, rien, c'est pas de mâchoire cassée. Il faudrait que vous ayez voir et il a un décollement de la rétine en fait pour le poke. Il s'est pris un doigt dans l'œil en tout début de round où il a eu 5 secondes d'arrêt par le juge et finalement, tu prends le plus gros coup de genou de l'histoire et tu ressors avec un décollement de la rétine pour un... ouais, c'est paradoxal. Ouais, c'est très paradoxal. Mais donc, ouais, allez voir le KO, il est ultra impressionnant. Un coup de genou, vraiment menton, surtout, encore plus que visuellement, c'est au niveau sonore qu'il est impressionnant. On entend un bruit, mais fou. Donc, ouais, ce combat, ce qu'il faut savoir des 2 combattants qui s'affrontaient, c'est que Rivas, il sortait de TUF Latin America. Donc, c'est un striker, c'est un combattant assez honnête. Qui a besoin de progresser au sol, mais qui est pas mauvais. Donc il a fait la première saison de TUF Latin America. Et Noah de Lahat, c'est un combattant qui avait un état d'esprit particulier parce qu'il a dit « Je préfère d'abord commencer à m'entraîner en jiu-jitsu, maîtriser parfaitement mon jiu-jitsu, autant que faire se peut, et après, je vais m'attaquer au MMA au niveau global. » Donc il voulait déjà maîtriser un art avant de se lancer réellement en MMA. Il a la démarche d'un Royce Gracie. Exactement. Il a dit « Je veux commencer comme ça. Je veux d'abord être très très fort dans un domaine, qui sera ma base et qui sera un truc sur lequel je pourrais m'appuyer à tout moment, et ensuite développer d'autres qualités. » Donc ça s'est vu tout de suite. Au premier round, il a maîtrisé de bout en bout. Il a un jiu-jitsu largement supérieur à celui de Diego Rivas, et il n'y avait pas photo. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas cette capacité à conclure au sol. Donc il s'est exposé à ce qui s'est produit en début de deuxième round. C'était ce KO qu'il a subi, parce qu'il n'a pas été capable de conclure et de terminer. Ce qu'on peut noter sur ce combat, c'est quoi ? C'est que c'est un lieu commun, mais c'est que le MMA est très très intéressant parce que il peut tout se passer. C'est l'expression comme ça, on dit toujours il peut tout se passer dans un combat, un coup peut tout changer, mais c'est vraiment ce qui s'est produit dans ce combat. Je suis incapable de dire si techniquement il l'avait vu venir, si c'est juste de l'opportunisme. On ne sait pas ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas eu ce coup de genou là, est-ce qu'il aurait quand même gagné le combat ? Est-ce qu'il l'aurait perdu parce que justement Noah de Lahat. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant sur le retournement de situation. C'est un retournement de situation. Il peut tout se produire. Il s'est produit vraiment un truc improbable. Un combattant qui dominait de manière outrancière, je sais pas lequel des mots est intéressant. Un des 2 mots est valable. Et qui prend un coup de genou comme ça venu de nulle part en plein menton en début de second round et de deuxième round et qui perd un KO spectaculaire, un des plus spectaculaires de l'année déjà en cours et même des dernières années. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire sur ce combat, mais il vaut le coup d'être vu pour voir le paradoxe. Ouais, on va passer à Mickey Gall contre Mike Johnson. Ouais. Donc juste pour resituer, Mickey Gall, c'est celui qui a été découvert dans Looking for a Fight. Il a demandé à affronter CM Punk, qui est un ancien catcheur qui a signé avec l'UFC. Et ce combat devait déterminer si Mickey Gall l'emportait, si oui ou non il allait combattre contre CM Punk, sinon on allait continuer la recherche de combattants. Donc le combat en soi, il n'était pas intéressant parce que Mickey Gall arrivait avec 1-0 dans son record pro à l'UFC. Et Mike Jackson, qui rentrait sur une chanson de Michael Jackson, était à 0-0. C'est un podcasteur et journaliste en plus dans la vie de tous les jours. Donc, ils ont quasiment un amateur. Sympa, le combat était niveau sympa, amateur. Ouais. Tu t'as senti déjà le coup que l'UFC voulait assurer le coup de Mickey Gall, qui leur plaît et qui voulait pas le mettre en difficulté. Après le coup de Northcutt, de Sage Northcutt, qui a perdu, qui a été aussi un des prospects de l'UFC, un des jeunes prospects. La seule alors, Mickey Gall a été très bon dans ce qu'il a fait. Il lui a mis une bonne droite qui a connecté sur le menton. Il allait au sol, il a réussi à lui prendre directement le dos et à faire une soumission. Parfait. Mais tu te rendais compte que voilà, Jackson était très limité. C'était pas un combat plus intéressant que ça. Ce qui était par contre très intéressant, c'est qu'il y avait CM Punk qui était là. CM Punk, il est venu sur scène, tu voyais qu'il
il avait pas envie de le faire à la base. Il Ouais. était un peu gêné sur la réserve et que c'était plus l'UFC qui, pour des problématiques de promotion, ont demandé à ce qu'il soit là. Mick Egal, ils ne l'ont pas annoncé, il était dans son dos, donc il était un peu surpris quand ils ont annoncé que CM Punk était là pour faire un face-à-face. Il n'y a pas eu du tout de face-à-face, les deux sont parlé. Il y a eu beaucoup de respect, beaucoup de... Beaucoup de respect, ils ont souri, ils étaient gênés. C'était finalement sympathique comme image parce que c'était pas de trash talking, pas de regard de tueur. Non, pas du tout. Les deux se disent finalement, c'est même pas qui on va affronter parce que CM Punk, tu l'as jamais vu combattre, donc tu sais pas ce qu'il va être capable de proposer. Mick Egal, tu l'as vu sur ces deux combats, mais c'était deux combats rapides face à des gens vraiment inexpérimentés, donc ils ont pas vraiment ils vont pas pouvoir faire de vidéos pendant des heures pour débriefer et voir comment mettre à mal leur adversaire. Ouais, pas du tout, ouais. Bah, c'est le seul truc qui était un peu intéressant, effectivement, c'était de connaître enfin l'adversaire de CM Punk. Hein, tout le monde voulait savoir, on va voir. Ça Je devrait sais pas ce que arriver ça va pour, donner. l'UFC Je sais que CM Punk, 199 ou bah 200. voilà, CM Punk voulait l'UFC 200. Dana White veut plutôt l'UFC 199. On va voir ce que ça va donner, mais c'était la seule réelle nouvelle de ce Mais combat. pour moi, il faut pas avoir peur d'aller sur cette carte de l'UFC 199 parce qu'elle est déjà très excitante avec le recall de Weidman 2. Qui est Ouais, annoncé. ouais, mais Donc c'est pas parce que juste non, mais avant l'UFC 200, je c'est... suis d'accord avec toi, mais Ou juste après, ça même sera Rockhold pas... qui avait dit je suis prêt, enfin moi j'ai envie d'aller à l'UFC 200 et souviens-toi il avait dit je veux tout sauf faire Le 199. ou le 201. Il a accepté d'être sur le 199 et maintenant que Weidman et Rockhold sont là, si tu construis une carte avec en plus CM Punk et Mick Egal et tu mets un autre combat, c'est Ouais, une ça carte sera qui a une quand carte même une belle intéressante, tête. ouais. Enfin Ouais. moi je veux dire elle est plus vendeuse que Hendricks contre Thompson à l'origine qui s'avérait être un très beau combat. Ouais. Mais ça c'est plus attrayant, ça a plus d'appel pour les fans Weidman contre Rockhold. Ouais, bah ça peut être une carte intéressante, effectivement, s'il se greffe dessus. Bah c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur l'UFC Fight Night On va 82. juste terminer avec Artem Lobov. Ah, tu voulais en parler? Vas-y, ouais. Non, mais simplement dire, pas le débriefer, mais dire que c'est dommage. Encore une fois, on a manqué le vrai Artem Lobov qu'on a vu dans The Ultimate Fighter. Ouais. Pour la première fois, il avait une garde pendant les 2 premières rounds d'ennemis. Ouais. Donc ça ressemblait pas à son D'habitude, style. il a les bras ballants. Il a les bras ballants comme il l'était en fin de combat, sauf qu'en fin de combat, il était tellement épuisé qu'il mettait des overhooks, des coups de poing par-dessus la tête qui étaient à l'inverse et à l'instar de Thompson, Ouais. qui était sans aucune précision, qui était dans le vent. Voilà, donc il s'est épuisé. Donc sur nos pronostics, eh ben, il y en a 4 points pour toi et Ouais. 6 pour moi. Sur un total de combien? Sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 combats. 6 sur 6, t'as fait? Non, pardon, attends, excuse-moi, j'ai fait 1, 2, Il 3, commence déjà à mentir, là. Hein. 4, 5, 4, pardon. Je me suis rajouté un point. Mais c'est 5-4. pas grave parce Mais qu'on ça- va continuer en tout, toute il y avait l'année pas- de toute façon. Et Il y tu avait vas 8 souffrir. combats, c'est ça? Il y avait 8 combats. Donc 5 et, sur 8 pour toi et 4 sur 8 pour moi. Ouais. Ok. Donc t'es assez faible. Ah, ok, t'as mis 6, hein. Non, non, Mais finalement, c'est 5. C'est Ok. 5, mais j'ai Moi, si tu me permets, pour conclure, ce que je voulais dire sur la soirée elle-même de l'UFC Fight Night 82, c'était qu'on avait eu des combattants très précautionneux. Ils craignaient le point fort de leur adversaire. Ils ont combattu, non pas en fonction de leur propre qualité, mais en fonction des qualités de l'adversaire. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vu un super événement. À l'avenir, j'espère que ça va servir de leçon aux autres combattants. C'est qu'il faut vraiment miser sur ses propres qualités et pas craindre celles de l'autre. Ce qu'a fait Steven Thompson. Steven Thompson, c'est exactement ça. Il a évidemment compté sur la lutte de Hendricks. Il en a tenu compte. Mais il n'a pas du tout retenu quoi que ce soit. Il a pas du tout. Il a joué son propre jeu. Ouais, ça l'a pas empêché de faire son jeu avec son propre game plan. Donc je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le UFC Fight Night 82. Là, on va passer donc au sujet 2 de notre émission. On va attaquer Cormier Jones 2 qui est prévu pour l'UFC 197. Ce sera le 23 avril. Ouais. Sur cette carte, il y aura aussi Demetrius Johnson contre Henry Cejudo. Mais là, on va se concentrer sur l'avant-combat. Et puis, je vais te laisser la parole pour attaquer. Bah, on vient de parler, donc comme tu l'as dit, avec le coach de John Jones, Brandon Gibson. Donc cette UFC 197 s'annonce exceptionnelle. Hein. Je pense que ça va être une des meilleures cartes des derniers mois, des dernières années. Il va y avoir BJ Penn, comme tu avais souligné. Notamment, avant. ouais, il va y avoir BJ Penn en plus dessus, le retour de BJ Penn. Mais on va se concentrer sur le Jones Cormier. Là, on va peut-être voir le meilleur combattant de tous les temps. Le combien d'avril, tu m'as dit? Le 23. Le 23 avril. Je pense que c'est un truc à ne pas rater. Non, c'est immanquable. C'est absolument immanquable. John Jones est dans une nouvelle optique. C'est un John Jones 2.0 qui a décidé de mettre de côté sa vie passée de fêtard,
Non, il veut pas mettre ça de côté, ça. C'est ce qu'il a dit, non, c'est ce qu'il a. c'est ce que tu Quand on a- dis, mais regarde, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Alors, il s'avère que la presse est un peu trompée et s'est empressée dans les infos qui sont sorties aux États-Unis, mais il a vraiment conduit sans avoir son permis sur lui. Il n'a pas son permis comme il a été dit. Il n'avait pas sa preuve d'assurance sur lui. Mais il l'a quand même. Il l'a. Mais il a été dit au début qu'il a conduit sans Ouais, ouais. permis et sans preuve d'assurance. C'est juste qu'il n'avait pas les papiers sur lui. Et il a fait un excès de vitesse. T'es John Jones. Il y a 6 mois, t'échappes à de la prison. T'as renversé Ouais. une femme enceinte. T'as ton combat contre Cormier qui doit arriver dans un mois. Ne nous refais pas une Johnson. Tu n'as absolument pas tiré les leçons de ce qui. Alors lui, il s'est empressé de dire vous inquiétez pas, vous êtes en train de faire brasser du ouais. vent pour rien. Je vais pouvoir combattre. On est d'accord, tu peux combattre. Il y a pas de souci. Mais le problème, c'est que ça te prouve que psychologiquement, ce type est un malade. J'adore le combattant, on en avait discuté Effectivement, avant. l'excès de vitesse, ouais, je l'avais pas, je l'avais pas pris en compte, mais Tu prends qu'une amende, mais t'es encore en. il a encore un problème dans une voiture. Non, mais surtout, il est encore en. Je sais pas combien de temps ils lui ont donné en probation. Ouais. Il peut pas faire n'importe quoi. Tu sais que t'as eu un problème avec la voiture, prends un chauffeur Uber. Ouais. Qu'est-ce que ça te coûte en fait? Demande à ta femme ou à ta mère ou à ton père de t'accompagner, mais pas en danger ta carrière. Ouais. Si t'aimes la conduite sportive, Va sur un circuit. va sur un circuit. Bah, je pensais dire qu'il avait changé et que c'était un John Jones 2.0 parce que il avait mis d'un côté ses problèmes personnels de côté, mais surtout parce que d'un point de vue de l'entraînement L'éthique, ouais. et d'un point de vue de l'éthique professionnelle, c'est la première fois qu'il se consacre à son art de cette manière. Mm. C'est un des combattants les plus doués, les plus naturels. Et c'est vraiment, il a des facilités, il est athlétique, il est puissant naturellement. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup forcer. Il a réussi des performances extraordinaires sur cette simple base. Il s'entraîne, hein, attention, faut pas non plus tout mélanger. Mais il s'entraîne pas aussi dur qu'il peut le faire. Sauf que désormais, à travers les réseaux sociaux, à travers ce que vient de nous raconter Brandon Gibson, vous verrez l'interview, c'est un John Jones avec une motivation, une faim et une envie de tout casser qui fait peur. Ce qui est passionnant. On peut avoir là le meilleur combattant de tous les temps qui va faire une performance extraordinaire à l'UFC 197. Donc c'est vraiment du côté de John Jones que j'ai envie de commencer. Mais justement, ce qui est passionnant pour la première fois et depuis très longtemps, c'est qu'on a 2 combattants qui vont être au top au même moment. T'as John Jones qui, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, depuis 8 mois se consacre à la salle. On peut voir sur Instagram, sur son compte, que des vidéos de lui en train de soulever de la fonte et maintenant il est en train d'attaquer le sparring et avec Brandon Gibson le striking. Mais dans le même temps, t'as Cormier qui ne sera pas celui qu'il a été dans le premier combat. C'est peut-être Là, ça, ouais, effectivement. Il a une victoire face à Gustafsson. Il a une victoire face à Johnson. Il a pris le titre. Il va être plus décontracté. T'avais l'impression dans le premier combat que John Jones c'était quelqu'un qui était en école primaire et qui venait titiller une petite victime qui était Cormier. Que Cormier il voulait toujours lui répondre en ayant les larmes aux yeux, qui était pris par l'enjeu émotionnel. Il avait une rage non contenue qui n'était pas productive. C'était même pas productif, ça l'a complètement entravé. À la conférence de presse, il se met dos à John Jones. Ils en sont venus au point à un moment donné sur une Sur présentation. un face-off, ouais. Il était en train de dérailler tellement il était dans la haine. Il y a une vraie rivalité sportive entre les deux. Il y a une vraie rivalité humaine entre les deux. Et là, on le sent plus apaisé. Il est en confiance. John Jones va être au top. Et c'est flippant de se dire que John Jones va être à son top. C'est ça, ouais. Mais Daniel Cormier va être aussi à son top. Donc, on va avoir un combat totalement différent du premier. Donc, ça, en soi, c'est super intéressant parce que c'est pas qu'un simple rematch. On va pas revoir le même déroulé. Je pense pas. Ouais. Et surtout, pour moi, ça va partir en chaos, je pense. J'aime. C'est ce que j'allais dire. j'aime Jones. On est dans le jeu des pronostics. Tu peux déjà nous donner un pronostic un petit peu prématuré, hein, mais un pronostic dès le mois de février Moi, je vois un chaos. de John Jones. Je vois un chaos de John Jones contre Cormier. Sincèrement, j'aime énormément Cormier comme personne, comme commentateur, comme caractère. Il est sympathique, il est marrant, il parle vite. Il m'a réellement impressionné face à Johnson. Sa manière de l'amener au sol. Johnson, sur le combat d'avant, avait détruit Gustafsson. Très, très rapidement. Et il a détruit Bader il y a quelques jours. Voilà. Et Gustafsson, c'était celui qui avait fait le plus souffrir Jones dans un combat. Et il l'a maîtrisé parfaitement. Et je me suis dit, tiens, voilà ce que ça donne Daniel Cormier. Quand il se dit pas, il y a la ceinture en jeu. Il y avait la ceinture en jeu. Mais il n'y avait pas John Jones en face avec la haine. Et il avait déjà combattu une première fois pour la ceinture. Et il disait, j'ai appris de mes erreurs. Je sais ce que j'ai mal fait et je vais revenir.
Donc là, ça va être passionnant comme combat. Je vois quand même Jones gagner, Donc mais par KO, ouais. ça veut pas dire que Cormier fera pas une belle performance quand même. Bah, je pourrais en revenir à Cormier, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un Cormier absolument meilleur à tous les niveaux, au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau physique. C'est un Cormier qui travaille 2 fois plus dur. Ça lui a vraiment donné des ailes, cette ceinture. Et il a peut-être, je sais pas, hein, c'est ce qu'on va voir, il a peut-être perdu ce complexe John Jones. On va voir si c'est réellement le cas. Mais il semble en parler sans acrimonie, sans haine. Il voit juste John Jones comme son rival sportif et rien de plus. Donc ça, c'est intéressant. On va voir qui des deux a le plus progressé. Enfin, les deux continuent de se détester. Ils se chambrent encore sur Se Twitter. chambrer, tu peux avoir... Non, oui, mais il n'y a plus le même enjeu. Mais voilà, c'est pas de la haine à De proprement toute façon, parler. je pense que Cormier, enfin, l'avait lui-même dit dans ses interviews, il avait mis trop d'émotions dans ce combat-là. Il en est conscient. Et voilà. Et cette guerre qu'il a eue contre Gustafsson, où il a été vraiment poussé pour la première fois dans ses retranchements, parce qu'il a perdu contre John Jones, mais il n'a pas été poussé dans ses retranchements. Contre Gustafsson, il a été poussé dans ses retranchements. Et il a vraiment dit, d'ailleurs il l'a dit juste après le combat, t'as fait de moi une meilleure personne. C'est ça, je crois. Un meilleur combattant et une meilleure personne. Donc il a appris des choses sur lui au travers du combat contre Gustafsson qui vont sûrement lui servir contre John Jones. Il sait d'ailleurs désormais qu'on peut le pousser, il sait quelle est sa limite, s'il peut résister, s'il peut pousser ses limites. Donc ça c'est super intéressant. Mais malgré tout, moi je suis d'accord avec toi, si je dois donner mon pronostic, je vois aussi Jones gagner et je vois aussi un KO. Et Gustafsson est d'accord avec nous, il a dit que le cœur espérait que ce soit Daniel Cormier parce qu'il a dit que c'était un bon mec et qu'il l'aime beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de respect entre les deux. Il l'a dit hier dans le podcast d'Ariel Helwani, mais il a dit malheureusement, je crois que la raison me fait dire Jones. Donc sur ça, je pense que tout le monde va voir à peu près la même chose. On n'est pas à l'abri d'une surprise aussi de Daniel Cormier, hein, c'est pas n'importe qui. On l'a dit pour le combat Lahat-Rivas, tout est possible en MMA. c'est une vérité. Mais il y a quelque chose que moi, une vérité d'évidence. Un point sur lequel je voudrais revenir qui me semble assez important par rapport à John Jones. On parle beaucoup de Conor McGregor, de ses sorties, de son trash talking et c'est vrai que il peut parfois dépasser les bornes, aller trop loin. Et comme sur la conférence de presse face à Daniel... à Dos Anjos. Face à Dos Anjos, pardon, pour l'UFC 196. Mais il y a une différence fondamentale entre Jones et Cormier. Et entre Jones et Conor McGregor. C'est que Conor McGregor, pour autant que des fois il puisse aller trop loin dans ses propos, il a amené à mon sens quelque chose de primordial. C'est de te montrer qu'avec la confiance en soi, un travail... de chaque instant à se faire mal, à l'épuiser, il dit il n'y a pas de talent, il n'y a que du travail, il n'y a pas de talent, il n'y a que de l'obsession. Et lui il se voit depuis très longtemps champion, il dit je vais gagner, je vais gagner. Il est plus une source d'inspiration pour les gens. Je pense que Conor McGregor à te dire que si tu crois suffisamment en toi et que tu te donnes les moyens d'aller vers quoi tu veux tendre, tu peux le devenir. Alors que Jones, il est la preuve que tu peux être quelqu'un de talentueux, quelqu'un de facile comme Thompson, techniquement incroyable, mais t'es pas le côté... il n'a pas le côté Mohamed Ali qui était une source d'inspiration. Conor McGregor, je trouve que aujourd'hui c'est une source d'inspiration parce que il peut laisser espérer aux jeunes en leur disant bossez, défoncez-vous, personne n'a plus de talent qu'un autre. Personne n'y arrivera plus facilement, mais si vous mettez tout ce que vous avez, que vous travaillez immanquablement et que vous y croyez, que vous êtes persuadé, visualisez votre but, c'est très américain, on est d'accord, mais néanmoins il a réussi à le faire. Et ça je trouve ça plus touchant comme parcours, et beaucoup plus humain et source d'inspiration que John Jones. J'adore l'histoire de la rédemption et à chaque fois je suis un tout petit peu déçu par lui parce qu'il y a toujours un petit incident, un petit événement qui vient faire que le chemin est pas si beau. Lui-même parlait dans ses interviews de vouloir faire le retour vers la rédemption en disant elle ne se donne pas, elle se gagne auprès des supporters et tout. Bah, faut savoir avec ton permis et ton assurance. Ouais, absolument. Bah, c'est intéressant, mais c'est John Jones, c'est ça, on va dire que si on fait un parallèle avec le football, ce serait le Messi, le talentueux. Et Cormier, ça serait le Cristiano, un peu plus besogneux, un peu plus travailleur, un peu plus dur au mal, qui va vraiment chercher à perfectionner son art. Les deux ont un talent extraordinaire de base, hein, que ce soit Cristiano Messi ou Jones Cormier, mais il y en a un qui a une facilité naturelle, un talent naturel plus grand. Ouais.
Exactement, c'est ça. Il est facile, il est incroyable. C'est pas le meilleur techniquement, mais il a une variété de coups. Il a une intelligence de mettre le bon coup au bon moment. Il est capable de mettre le coude, l'épaule, le genou. Il a toute la Ouais, palette il a de une coups de créativité pied. extraordinaire. Il vient d'une formation de la lutte, donc Il est complet. il est complet. Il est beau à voir, il est agréable. Juste. Et c'est dommage parce que même les combattants te disent que dans sa personnalité, quand ils sont seuls avec lui, et que maintenant visiblement il s'est débarrassé de certaines mauvaises influences qui l'encourageaient toujours à faire la fête et ce qui avait donné lieu à l'accident. Il dit c'est quelqu'un de super drôle, super sympa, super agréable. Mais il a des écarts de conduite que tu n'arrives pas à comprendre. Par exemple, il a deux frères qui sont en En NFL, effet. toi qui suis énormément. Il en a un qui avait été champion l'année dernière avec les Patriots. L'autre, il a fait une. Non, c'est lui, c'est celui-là qui a fait une. Ah, pardon, c'est lui qui a fait une Chandler. overdose bad trip de marijuana. Marijuana synthétique, ouais. Une semaine avant le Divisional Run contre les Chiefs. Il vient d'une famille exceptionnelle de champions. Les trois sont des mecs hors normes. Mais il y a un vrai problème de comportement que j'arrive pas à comprendre. Bah, absolument, ouais. Mais c'est le génie, ça. C'est le mauvais génie. C'est les deux côtés. Quand t'es un génie, t'es Non, je toujours suis un peu d'accord, mais torturé, t'es toujours un petit peu. comme j'aime ça et comme j'ai envie de le voir combattre, je me suis dit, quand j'ai vu les news lundi, et j'étais content que ça s'avère pas totalement vrai ce qu'avait sorti la presse américaine, je me suis dit ouf parce que j'ai cru qu'on allait encore nous voler. Moi je voulais voir le combat contre Johnson et on a encore envie de le voir et lui-même a dit il faudra que j'affronte Johnson parce que je l'ai privé C'est quoi ce que tu m'avais dit la de dernière ce fois? Il a combat. trois. Il a estimé qu'il avait trois combats. Cormier, ensuite Johnson et terminé par Gustafsson. C'est ça, il a trois combats qu'il veut. Après on n'est pas sûr qu'il se passe, mais Qui veut faire avant de passer en heavyweight, donc enfin en poids lourd. Ce serait ça. si tout se passe bien idéalement. Ouais. Bah, pour terminer sur John Jones, moi, il y avait un truc que je voulais à l'époque, maintenant j'ai perdu un peu cette illusion. Moi je voulais qu'il embrasse absolument ce rôle de méchant. Je voulais que ce soit le méchant, le bad boy, le vilain, comme disent les Américains, de l'UFC. Il a jamais tout à fait voulu embrasser ce rôle, il a un petit peu joué, il a un petit peu provoqué, on le voit de temps en temps, il continue d'envoyer des vidéos, des petits pics à ses haters, des petits pics sur les réseaux À sociaux. Cormier même. Ou à Cormier. Je pense que ça aurait été un personnage encore plus extraordinaire s'il avait vraiment embrassé ce rôle public, hein. Après qu'il soit comme ça ou pas dans la vie Mais privée. le pire c'est que je pense Mais pas qu'il ait qu'il le embrassé fasse. ce rôle, ouais, qu'il ait embrassé ce rôle public de méchant. Il a pas voulu le faire. C'est Non, son il aurait choix. dû être encore plus intelligent, dire je ne suis ni un méchant ni un gentil, je suis quelqu'un avec des défauts, regardez ce que je viens de faire. Parce qu'il veut encore continuer à jouer, être pas le gendre idéal, mais à donner cette image de quelqu'un de très très bien, mais toujours dans les C'est ça clous. qui est paradoxal. On C'est te qu'il demande est, pas d'être parfait en fait. Lui voudrait nous vendre une image parfaite. Soit ni méchant ni parfait, accepte juste d'être un être humain, d'avoir des défauts et dire voilà, de temps en temps, je suis comme tout le monde, je suis sous Ouais. l'effet des projecteurs, donc vous voyez plus mes erreurs que d'autres. Ça arrive à tout le monde de faire un excès de vitesse, c'est pas grave en soi de faire un excès de vitesse. Sauf que lui, il a un passé. Ce qui est grave, c'est que quand t'as juste 6 mois derrière, t'as renversé une femme qui Enceinte. était enceinte, qu'on t'a privé de ta ceinture, des combats, qu'on t'a enlevé ta licence et que t'as échappé à de la prison avec du sursis, fais attention. Ouais, je suis d'accord, ouais. Là-dessus. Ouais. Voilà. Bah, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire vraiment sur l'événement lui-même, Cormier-Jones 2. L'UFC 197, on y reviendra plus largement, on en parlera On un fera peu le plus. détail de la carte avec Demetrius Johnson à une semaine Big du Japan, combat. etc. On en reparlera vraiment en profondeur. Parce que la carte là, en plus, n'est pas, même pas complète. Hein, Non, pour il y le a que moment. 2-3 combats qui sont annoncés, effectivement. Exactement. Donc bah, on va passer au sujet 3. C'était les World MMA Awards. Alors c'est les récompenses les plus prestigieuses du monde du MMA. Elles ont eu lieu la semaine dernière. On a sélectionné, je crois si je dis pas de bêtises, combien 14, non 12 catégories, donc on en a retiré quelques-unes qui étaient un peu moins intéressantes. On va revenir sur chacune des catégories, vous donner nos avis et peut-être dire qui nous on aurait vu à la place des vainqueurs. On va choisir parmi ceux qui étaient donnés dans la liste. Ouais, mais, on peut même éventuellement sortir du truc, mais on va revenir effectivement sur ces 12 catégories. Alors, je te laisse les décrire vite fait ou on fait une par Non, une on va faire une par une. Ce Ok, sera alors plus vas-y, simple. vas-y, je te laisse Donc, la parler. première catégorie, c'était le combattant de l'année. Combattant de l'année, ouais. Conor McGregor a été élu. Il a gagné. Il a gagné. On donne la liste de ceux qui étaient sur. Non, je te donne juste. Pour moi, on va dire quand on est d'accord, pas d'accord et qui on aurait vu. Moi, je suis totalement d'accord. Ouais, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Je suis d'accord parce que tu bats quelqu'un qui était champion depuis 10 ans, en la personne de José Aldo. Tu le mets KO en 13 secondes. Avant, tu as le combat contre Chad Mendes où il y a la défection de José Aldo. Il le prend au pied levé, il le bat aussi, il l'a amené au sol. On dit que ça va être son combat le plus difficile. Ouais. Finalement, ça l'était pas. Pendant 2 rounds, il a fait que parler à Chad Mendes en lui disant c'est tout ce que tu as dans le ventre, tu frappes comme une fille, tu frappes comme une fille, tu frappes comme une fille. Il le chauffait. Donc oui, pour tout ce qui fait hors du sport et dans le sport, c'est le combattant. C'est pour ces deux aspects, moi je pense que c'est vraiment C'est indiscutable. indiscutable parce qu'il a notamment ce paramètre, cet aspect marketing qui fait qu'il amène les plus grosses affluences.
les plus grosses audiences à la télé, les meilleurs pay-per-view. Donc c'est pour tout ça, et bien sûr le côté sportif, parce que s'il n'y a pas le côté sportif, il n'y a rien. Mais c'est pour tout ça, toutes les facettes de son jeu, que c'est le combattant de l'année. Pour moi, Rockhold s'en rapproche, Demetrius Johnson... Rockhold aurait été en numéro 2 parce qu'il il a réussi à vaincre Weidman. Mais finalement, Mais il n'est pas au niveau de Conor McGregor sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a montré en 2015. Déjà, on l'avait déjà dit, toi et moi, il n'est pas à l'aise en conférence de presse. Ouais, ça joue malheureusement. Ça joue parce que tu le sens pas lui-même, tu le sens faussement méchant alors que c'est un mec gentil, parce que tu le sens juste énervé de pas être reconnu à sa juste valeur. Et d'ailleurs, en rentrant dans le combat contre Weidman, il avait des choses à prouver et il les a prouvées. Mais il peut devenir un combattant de l'année, mais pour les prochaines années, je pense. Il a un combat très important qui arrive à l'UFC 199. S'il réussit déjà à conserver sa ceinture, il sera peut-être en route pour je le vois pas perdre en tout cas pour le titre en 2016, de meilleur combattant, on verra. Mais cette année, c'est indiscutable, le combattant de l'année, c'est Conor McGregor. En numéro 2, vas-y, je te laisse. Alors le deuxième trophée, c'était la combattante féminine de l'année. Holly Holm a reçu C'est Holly Holm qui a gagné. Et encore une fois, là, indiscutable, pareil. Indiscutable, tu mets KO Ronda Rousey dans la manière dont elle l'a fait. Ouais, il y a absolument rien à dire. Joanna Joanna, on l'appellera Joanna. Qui est polonaise d'origine, aurait pu éventuellement le mériter, mais pas de la manière dont Holly Holm le mérite. Non, Joanna est très forte aussi. Hein. C'est la numéro 2. Maintenant que Ronda est tombée de son piédestal, mais Holly, il n'y a même pas de discussion à avoir. On peut directement passer au numéro 3. Enfin, c'est une évidence. Ouais, alors là, ce que je pense qu'on pourrait appeler en traduction... la révélation. La révélation de l'année, je suis pas d'accord avec... Eux ont mis Holly Holm. Et dans la liste des combattants et des révélations de l'année, t'as que des gens qui sont âgés. Et pour moi, c'est dommage parce qu'ils auraient dû mettre une limite d'âge en se disant on va sélectionner quelqu'un qui est entre 20 et 25 ans. Ouais, c'est la beauté du truc. Et comme au cinéma, un premier rôle en fait. Tu peux éclore tardivement. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais j'avais d'autres gens en tête, moi, plus que... Holly Holm, c'est la combattante de l'année, on est d'accord, féminine. C'est pas la révélation de l'année. Elle vient de la boxe, elle vient du kickboxing. Pour les gens qui s'intéressent au MMA et à l'UFC, c'est pas une inconnue. Oui, pour les gens qui s'y intéressent, mais paradoxalement, et c'est toi qui faisais la remarque la dernière fois, où il y a 2 émissions, je sais plus, Holly Holm, il est passé de combien de 20 000 likes sur Facebook à 1,5 million. Tu peux pas dire que c'est pas une révélation. Qui connaissait Holly Holm du grand public? Elle a été invitée chez comment il s'appelle, Conan O'Brien, je crois, ou chez je ne sais qui, un host américain. C'est clairement une révélation énorme sur le... Pour moi, si on respecte le critère 20-25 ans, jeune combattant, j'aurais dit Yair Rodriguez. Exceptionnel. Mais là t'es peut-être trop pointu par rapport à eux, les catégories qu'ils ont en tête. D'accord avec toi, puisque de toute façon, ils ont mis Tony Ferguson. C'est pas une révélation, Tony Ferguson. Il était là à l'UFC déjà. Il a fait tough il y a quelques années. Alors c'est peut-être qu'ils auraient dû nommer cette catégorie meilleure progression. Eux, ils l'ont nommé en anglais Breakthrough Fighter of the Year. Je suis d'accord avec toi pour la progression. La progression, c'est Holly Holm, c'est indéniable. Tony Ferguson, pareil, il progresse énormément. Mais c'est pas des révélations, on les connaît. Enfin, je veux dire, on les a déjà vus dans des events. Ça fait 2-3 ans qu'ils commencent à pointer le bout de leur nez. Ils sont là. Moi, je te parle juste d'une vraie révélation qui n'existait pas avant. T'as Yair Rodriguez, t'as Brian Ortega, t'as Thomas Almeida, et t'as Sage Northcutt éventuellement, même s'il a pris son KO. Et c'est en 2016 qu'il l'a pris, c'est pas en 2015. Voilà, donc il aurait pu le recevoir. Ça, c'est des révélations pour moi. Ouais. Donc voilà. Ok, on va passer à la quatrième catégorie. On est encore d'accord. Hein. Ouais, pareil, c'est le combattant international de l'année. Celui qui a gagné, c'est Conor, une nouvelle fois, Conor McGregor. Indiscutable. Ouais, il n'y a pas non plus grand débat à avoir. Il y avait... éventuellement Joanna aussi qui aurait pu l'emporter. Mais il marque tellement de son empreinte Conor au sport en ce moment que c'est difficile quand il est dans la liste de le donner à quelqu'un d'autre. On peut pas le donner à quelqu'un d'autre, c'est juste ça. On peut tout simplement pas. Donc là c'est sans l'ombre d'un doute Conor McGregor. Le combat de l'année. Pas de discussion. Combat de l'année, cinquième. Sans même te demander ton avis, je sais qu'on est déjà d'accord ensemble. C'est évidemment le même. Ça a été élu Robbie Lawler contre Rory McDonald. On peut revenir 2 minutes dessus parce que UFC on l'a pas fait 189. dans les précédents épisodes, pardon. Combat de l'année, peut-être combat du siècle, combat de tous les temps. Ouais. C'est tout ce qu'on peut imaginer quand on pense au MMA. C'est des retournements de situation, c'est des combattants qui dominent l'un après l'autre, c'est des combattants qui refusent de reculer. D'ailleurs, même physiquement, refusent de reculer. Il faudrait voir l'image qui est... on a l'image là derrière. Elle est juste là. Non, pardon, elle est là. Elle est où? On l'a pas.
Ah, désolé, fausse joie. Je pensais qu'on l'avait fait imprimer. On a le résultat d'après on a combat. le résultat du combat en haut à gauche. Mais Fausse non, joie, désolé. il avait le nez cassé et il a plié sur un KO parce qu'il ne supportait plus de prendre des coups sur son nez cassé qui avait été fracturé dès le premier round. C'est un combat d'une... Entre les deux rounds, quand ça a sonné à la troisième reprise, à la fin du troisième round, les deux ont refusé d'aller s'asseoir dans leur camp. L'arbitre a dû se mettre au milieu et ils n'ont pas voulu se continuer à se bagarrer. Ils se sont juste fait face. Sans reculer. Totalement sans reculer. Donc c'était assez impressionnant. C'était un peu, si vous voulez, pour faire un parallèle avec un autre sport, en rugby, imaginez un AK et l'équipe d'en face qui refuse de reculer. Donc, voilà, personne ne veut reculer, personne ne veut baisser les yeux. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce combat. Donc c'était... Attends, c'est ça. C'était le combat UFC 189, Rory McDonald contre Robbie Lawler et ce qui est incroyable, c'était c'est l'un des meilleurs combats de tous les temps. Enfin pour moi c'est ce que tu l'as dit très justement. Faut le voir absolument si vous l'avez pas vu. C'est que c'est un combat où pour une fois comme dans les films, et tu le vois dans les films d'habitude, tu prends un Rocky n'importe lequel, t'as Rocky qui met qu'à droite et et puis Drago qui recule au bord du chaos et puis 30 secondes après c'est Drago qui va te mettre qu'à droite, il revient de normalement c'est pas réaliste ça. Et tout le monde se dit c'est pas réaliste. Et eux, ils ont concrétisé ces films-là en faisant en sorte que tu te disais, ça existe en vrai en fait. C'est un ascenseur émotionnel. Enfin, si on est supporter de Rory, à un moment, on se dit ça y est, c'est foutu, il a perdu. Et puis là, il revient, bam, il contre et il prend le dessus. Si on est supporter de Robbie à l'inverse, pareil, on a exactement les mêmes sentiments. C'était des montagnes russes. C'était vraiment un combat exceptionnel. Il était magnifique. C'est un combat vraiment à voir. Il y avait quand même d'autres beaux combats dans la liste. Je peux te laisser donner peut-être ceux qui contre Alexander Gustafsson, qui était un vrai beau combat. Pareil, ouais. Et c'est exactement le même principe, dans le même genre de combat avec d'ascenseur émotionnel. Andrei Arlovski contre Travis Brown, on peut en parler très vite. Arlovski était KO à un moment, mais littéralement non, parce qu'il est pas... Même dans le premier round, il faut savoir que quand un poids lourd tape, l'autre est quasiment KO s'il arrive à connecter la droite correctement. Et c'était le cas pour Andrei Arlovski. UFC 187, Arlovski Travis Brown. Je sais même pas si c'est pas sur un coup de genou à un moment donné où il lui prend la tête. Dans le clinch peut-être, t'as raison. Il le met presque KO debout. Et puis il imaginer un combattant qui est KO debout, qui est complètement dans les vapes, mais qui sur un peu un miracle lance un dernier coup désespéré, mais qui réussit à connecter. Et donc on a deux combattants qui sont complètement comme ça, et un renversement de chancelant, et un renversement de situation, et finalement une victoire d'Arlovski qui était à ça de la défaite. Imaginez quelqu'un qui perd 4-0, et dans les 5 dernières minutes, ils en mettent 5 et ils gagnent. C'est un peu l'équivalent. On est chanceux parce que tout le monde disait en 2014, l'UFC c'est moins spectaculaire qu'avant, il y a moins de combattants, et puis on sort d'une année 2015. Donc avec ces combats-là qui étaient extraordinaires, on arrive sur une année 2016 où tu commences par le combat Condit contre Robbie Lawler qui est une guerre absolue à nouveau. Et regarde les événements qu'on a devant nous. Dans un mois, on aura Conor contre RDA, on aura John Jones contre Cormier 2, on a l'UFC 200. Il va y avoir... Et on vous a préparé. Et à quoi déjà... tu attribues ça, toi? J'ai ma petite idée, mais à quoi c'est l'UFC qui a vraiment fait une politique où ils ont privilégié la qualité sur la quantité en 2015? Contrairement à l'année 2014. Parce qu'il y a énormément de combats. Regarde là, souviens-toi, juste avant Noël, quand on démarre notre cycle des émissions, il y avait eu Paige Van Zandt qui avait combattu un jeudi, il y avait un événement le vendredi même, et il y en avait un le samedi. Oui, mais ça, c'était un événement exceptionnel. Oui, mais après 2 semaines après, t'avais encore des fight nights. Encore, là, regarde, va y avoir le Fight Night à Londres entre Anderson Silva et Bisping. C'est un événement. Et qu'est-ce qui fait alors que l'année 2015 a été meilleure que l'année 2014? Il y a l'émergence de Conor McGregor, il y a l'apparition de Holly Holm. Ronda Rousey n'avait pas avant de rival. John Jones on lui enlève son titre, donc t'ajoutes de la dramaturgie à l'événement. T'as Cormier qui monte vraiment, Johnson qui se confirme, Gustafsson qui est là pour les light heavyweight. Ouais, au final, il y a eu beaucoup de changements de champions, de changements de ceinture. Il y a énormément de changements de ceinture, donc vraiment de l'apparition de nouveaux talents et qui n'en enlève pas moins à l'ancien champion qui est en train d'essayer de revenir à chaque fois dans différentes catégories. Donc en ça, c'est passionnant sur les enjeux. Ouais, là je suis assez d'accord. Ouais. Moi, je pensais dire que ils avaient privilégié la qualité. Je le maintiens. Ils ont quand même privilégié sur certains événements qu'ils ont sacrifié, ils ont décidé de ne pas faire la qualité, parce que si c'était pour avoir un événement chaque semaine mais qui était médiocre, ça n'avait plus aucun sens. Et d'ailleurs, on l'a vu, ils sont encore sur cette politique, puisqu'à l'UFC Fight Night 82, ils ont décidé de ne pas faire un pay-per-view, donc de ne pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Ils en auraient perdu d'ailleurs, quoi qu'il arrive.
Ils en ont perdu en faisant le Ah, FC c'est Fight Night simple. 82. J'avais les chiffres, je vais te dire, ils ont fait... Mais au moins, ils ont dit on va pas il y a eu vendre notre produit à 7400 tout prix. Ils ont eu 7400 personnes seulement dans le public, Ouais. ce qui est famélique pour Vegas, c'est quoi, 20 000 pour le personnes public, normalement Le MGM Grand. Et ils ont fait, par contre, en gate, ils ont fait 1,5 million. Mais ils ont dit que les 7400 personnes qui étaient attending, c'est parce que il y avait eu des annulations, parce que le main event entre Verdum et et Velasquez. et Velasquez avait été annulé. Donc ça pouvait expliquer pourquoi on s'y retrouvait pas au niveau du public. Mais je suis d'accord avec toi. Donc bon, je pense qu'on a tout dit à peu près sur Ouais, ça. On va attaquer, la 6ème catégorie. La 6ème, je te C'est laisse. le KO de l'année. Et c'est une nouvelle fois Holly Holm qui a gagné sur son KO contre Ronda Rousey à l'UFC 193. Moi, je l'aurais pas donné à Holly Holm. Tu l'aurais donné à qui? Conor McGregor. Et c'est pas question de favoritisme. C'est tu viens, tu bats un champion de 10 ans. Invaincu depuis Tu 10 ans. Ouais. annonces depuis 8 mois que tu vas le mettre KO au premier round. Et depuis 8 mois, non seulement tu dis que tu vas mettre KO au premier round, mais en plus, tu dis avec une droite, précisément crochet du gauche, tu l'annonces. Donc, il a fait une sorte de prophétie qu'il a finalement Mystic Mac, qu'il a réalisé. Il lui a donné vie et ça me marque plus, moi, dans mon imaginaire, de voir José Aldo anxieux avant le combat. En me disant non, il va falloir faire 5 rounds et tout, supporter, je vais bouger, je vais crier comme dans un match de foot. Et en 13 secondes, en fait, t'as pas le temps de dire c'est parti, tu t'es assis, que c'est fini. Comptez 13 secondes dans votre tête, c'est le temps pour les deux combattants d'aller aux rencontres lorsqu'ils sont à l'opposé dans l'octogone pour se retrouver au centre. Ils se sont retrouvés au centre de l'octogone et c'était fini. Donc en ça, pour moi, ça me réalise vraiment le KO de l'année. Ouais, je suis assez d'accord, c'est un KO ultra spectaculaire. Mais moi, je suis obligé de supporter les World MMA Awards sur ce coup-là. Je mets quand même celui de Holly Holm pour mettre au-dessus. Il était encore plus choquant. Je m'y attendais tellement pas. La manière dont il est amené, et puis la domination de bout en bout d'Holly durant ces 2 rounds, avec une Ronda qui... c'était un peu le parallèle avec le combat qu'on a vu ce week-end entre Hendricks dans la position de Ronda et Thompson dans la position de Holm. Je suis d'accord avec toi, mais ce en quoi, pour moi, ça ne peut pas être le KO de l'année, c'est que pendant les rounds, tu sens la domination arriver. Tu comprends ce qui va se passer. Tu comprends que Ronda, elle va... Non, en fait, on commence à être choqué. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ronda, elle est en train de se faire malmener, là? On réalise pas, en fait. Et tu le vois. Ouais. Alors que Conor, t'as le temps de rien voir. Il y a une plus voir. grande violence. T'allumes ta télé et clac, c'est fini. C'est une droite. Ouais. Holly Holm, elle a un petit peu eu le temps de construire son combat. Exactement. Conor McGregor, c'est un one-shot. Et tout le monde a dit, on est un peu sur notre fin, parce que est-ce que finalement, s'il avait été au bout du combat, il l'aurait gagné. Et c'est en ça que c'est un KO de l'année. C'est-à-dire que t'as aucune réponse pour qu'est-ce qui serait passé normalement. Non, ça se défend, ton argument se défend, ouais. Je sais qu'il se défend, c'est pour ça que je le défends. Il est pas mal. On va passer à catégorie 7. Alors pour le traduire, on va dire... la surprise de l'année. Surprise de l'année, voilà. Ouais, c'est ça, la surprise de l'année. Mais c'est surprise de l'année. Une nouvelle fois, c'est Holly Holm qui a gagné UFC 193 contre Ronda Rousey. Là, il n'y a rien à redire. Là, t'es d'accord, ok. Parce que moi, ce que j'allais dire là, il faut quand même pas. Il n'y a pas Conor McGregor qui est dans la liste. Non, c'est pas Conor McGregor. C'est pas une surprise en tant que tel. Il y avait quand même des gens qui voyaient Conor gagner. Non, mais je plaisante, c'était juste moi une blague. Parce que tu me disais là, t'es d'accord pour une fois. Non, parce qu'il y a des gens qui auraient pu dire que Conor avait sa place. Aldo, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas perdu. En principe, moi, à chaque fois qu'il y a Conor, je mets Conor. Faut le savoir. C'est Conor. Je suis un fanboy. Non, mais blague à part. Là, c'est totalement mérité pour Holly Holm. Conor McGregor n'a pas sa place dans cette catégorie-là. Et Ronda, c'est comme si la première fois que Tyson a perdu, c'était un peu ça. C'était tellement. Travis Burbank, je crois, le combattant le boxeur qui l'a battu. C'est des gens qui ont, dans leur image, par les combats qu'ils ont réussi à gagner, dégagent une telle puissance. Et tu les crois vraiment invincibles. Absolument, ouais. Elle a développé ce côté-là. Pour eux, c'est des alpha males, c'est des gens ultra dominateurs que tu ne vois pas perdre. Et ils dominent tellement et ils survolent tellement leur catégorie que le jour où ça se produit, t'es sur les fesses parce que tu t'y attendais pas. Et en ça, Holly Holm mérite amplement la surprise de l'année parce qu'on s'y attendait pas. Après, il y avait Uriah Hall face à Gérard Moussassi. Pardon, j'ai dit Travis Burbank, c'est Trevor Berbick. Hein. Je sais pas pourquoi ce nom m'est venu en tête. C'est qui Travis Burbank? Burbank, c'est une banlieue, je crois, ou un quartier à Los Angeles. Et bref, Travis, je sais pas pourquoi. Trevor Berbick. Voilà, rien à voir, mais celui qui a battu Tyson pour la première fois, c'est Trevor Berbick. Bon, on va enchaîner avec ensuite l'entraîneur de l'année. Ouais. Alors là, c'est Rafael Cordero qui a été élu.
Ouais. J'ai envie de te demander de qui est l'entraîneur, parce que je ne sais absolument pas. si, il est connu. Attends, je vais te mettre. Non, quand tu vas me le dire, je vais le savoir, mais là, je suis pas capable de dire de qui. Toi, t'avais qui en tête avant de voir Cordero l'emporter? Bah, moi, c'est simple. J'aurais choisi deux personnes. Enfin, il y avait dans la liste John Kavanagh, Mike Winkeljohn et Firas Zahabi. Donc, parce que c'est la famille, je vais dire Conor McGregor. Donc, John Kavanagh. John Kavanagh. Parce qu'on a eu Brandon Gibson et que je suis un grand supporter de la gym de Jackson Wink. Jackson Wink. Il y avait Mike Winkeljohn dedans. Et un autre entraîneur que j'aime beaucoup, mais qui est parmi les plus compétents, mais peut-être pas sur cette année, Firas Zahabi. Pour moi, avec ce qui se passe, avec l'arrivée de Conor McGregor qui explose tout, tu es obligé de le donner à Conor McGregor. Et encore une fois, pas parce que j'aime ce combattant, mais il est en train tellement de chambouler la dynastie, de tellement retourner les canons. Les habitudes, les canons qu'on a. T'as un champion, encore une fois, qui est là depuis 10 ans, tu le mets KO en 10 secondes. Tout le monde a crié en voyant Chad Mendes au mois de juillet après la défection d'Aldo. C'est le pire match-up de l'histoire pour Conor McGregor. Il va l'amener au sol. Vous allez voir ce que vous allez voir avec Conor McGregor. Il vaut rien. Il sortait effectivement d'un combat contre Denis Silver qui, pour moi, n'avait aucune légitimité pour le faire passer en title shot immédiat. Il aurait dû, comme Steven Thompson, passer passer par les étapes classiques. Mais en tout cas, John Kavanagh, oui, t'es coach de l'année avec parce que t'entraînes le mec, le combattant. John Kavanagh a ce mérite d'être dans un pays qui n'est pas un pays de MMA. Contrairement à Rafael Cordero. C'est un précurseur, c'est un pionnier. C'est le seul en Irlande à être ceinture nord de... Enfin, ça a été le premier ceinture nord de Jiu-Jitsu. De l'histoire de son pays, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais Rafael Cordero, pour ceux qu'on se posait la question, là, c'était Fabricio Verdum et Rafael Dos Anjos. Donc il a quand même 2 champions du monde dans sa salle. Mais quand ton combattant de l'année en argument, c'est Conor McGregor qui l'a élu combattant de l'année. Comment est-ce que tu ne peux pas élire l'entraîneur de l'année pour le combattant de l'année? Tu peux dire que c'est par rapport au talent du gars qu'il est champion et pas forcément par rapport à son performer seul. Ouais. Mais derrière, t'as une stratégie qui est mise en place, t'as un camp d'entraînement qui est dirigé. Ouais. Et c'est comme si tu me disais, par exemple, en Ligue des Champions, le Real Madrid l'année dernière a gagné la Ligue des Champions. Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, pardon, et tu refuses de donner à Carlo Ancelotti ça a pas le de sens. titre de meilleur entraîneur. Non, je suis d'accord. On est d'accord. Quand ils perdent, c'est la faute de l'entraîneur, et quand ils gagnent, associons-les. Non, là-dessus, c'est vrai que ça se défend. Mais donc les catégories suivantes, il y avait Trainer of the Year. Comment on peut décrire ça? Ce serait parmi les coachs annexes. Là, dedans, pour donner un exemple, c'est Mike Dolce qui a gagné, c'est la nutrition. Il y avait Ido Portal pour Conor McGregor sur le mouvement. Il y a George Lockhart pour la nutrition, Brian Harris et Jake Bonacci pour Ace and C. T'es d'accord avec Mike Dolce? Mike Dolce, encore une fois, c'est comme Firas Zahabi. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui est là d'année en année. C'est une régularité. Il pourrait le gagner chaque année, en fait, c'est ça. Une fois de plus, je l'aurais donné, moi, à Erwan Le Corre. Pareil, ouais. Non, mais pas parce qu'on l'a eu en interview et qu'il a été adorable de nous donner notre chance, mais parce que Ido Portal, je suis d'accord avec toi. Pour les années à venir, pourquoi pas le lui donner? Parce qu'avec Conor, il est en train de redynamiser le mouvement et de le rendre mainstream dans le MMA. Sauf que il a bossé que 2 semaines avec Conor McGregor. Ouais, c'est pas un travail de profondeur. Ce serait un peu injuste pour les autres. Par contre, Erwan Le Corre, j'aurais aimé le voir dans cette liste-là, parce que lui, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'il travaille avec Carlos Condit. On a vu les bienfaits qu'il y a eu contre Robbie Lawler. On a pu, vous pouvez aller c'est extraordinaire le changement chez Carlos depuis qu'il bosse avec Erwan Le Corre. On vous encourage à aller voir notre vidéo sur YouTube. L'interview d'Erwan Le Corre, parce que c'est pas parce que nous on l'a faite, mais elle est vraiment géniale. C'est passionnant. Ce mec est passionnant, il a plein de choses à dire sur la philosophie du sport. Pour moi, c'était l'entraîneur annexe de l'année. Ouais, je suis assez d'accord. Mike Dolce, il peut le gagner chaque année. Donc il est là, voilà. Qu'il le gagne, c'est pas illégitime. C'est quelqu'un qui c'est tellement fondamental, la nutrition, et comme avec les pertes de poids et les reprises de poids. Enfin, en plus, ça a changé ces dernières années. Ils ont vraiment progressé, ça s'est perfectionné, ça s'est vraiment professionnalisé. Et on sait l'importance qu'a cet entraîneur sur les combattants. Mais après, autant lui donner chaque année, donc il y a plus de prix, ça n'a pas d'intérêt. Donc Erwan Le Corre, je suis d'accord avec toi. On va passer à la salle d'entraînement de l'année. C'est Jackson Wink MMA qui a été élu, donc là où entraîne de Brandon Gibson qu'on a eu en interview, entraîneur de John Jones, Donald Cerrone, Holly Holm, et encore 1 milliard, on va pas tous vous les citer. Dans la liste, il y avait AKA, la salle de Rockhold, Cormier et Cain Velasquez. On a Kings MMA, Black Zillions et SBJ Ireland. SBJ Ireland, c'est pour Conor McGregor. Moi, si possible, cette année, j'aurais fait venir 3 salles sur la scène. Comme aux Oscars, commun, au César. Ouais. Non, au César, tu fais un titre partagé. T'as AKA qui gagne cette année le titre avec Daniel Cormier en lourd.
et qui gagne avec Rockhold en middleweight le titre. Donc tu as 2 nouveaux champions. C'est un exploit en soi. Ouais. Tu as Jackson qui réussit à détrôner avec Holly Holm Ronda Rousey. Donc tu as une championne du monde féminine. Et tu as SBJ Ireland avec Conor McGregor qui vient atomiser José Aldo. Donc pour moi, j'enlève Black Zillions, j'enlève Kings MMA et je leur donne à 3 parce que vraiment, ils ont changé toute la dynastie des champions qui étaient en place, qui étaient presque installés. Ils sont venus les renverser. C'est dommage, je trouve, d'en faire ressortir une plutôt que les 3. Les 3 ont leur mérite, je suis d'accord. Des vrais mérites et des vraies qualités. Mais si on parle vraiment de gym, donc de salle, avec des coachs reconnus et qui sont surtout très spécifiques, avec des spécialistes de chaque domaine, je crois argument-là, je suis d'accord avec toi. Jackson Wink ressort quand même malgré tout. On enlève SBJ à ce moment-là parce qu'il n'y a qu'un seul combattant, c'est Conor McGregor, même si il y a Gunnar Nelson, il y a quelques-uns, mais disons que le vrai, il y a. Parce que je pense que là, je suis d'accord avec Jackson toi. Wink c'est l'entité de peut tous former des combattants qui sont vraiment bons dans tous les domaines. Ils peuvent les faire bosser en lutte, ils peuvent les faire bosser en striking, ils peuvent les faire bosser en jiu-jitsu, à tous les niveaux en fait. Là, si on parle de l'équipe d'entraîneurs, à ce moment-là, c'est totalement mérité. Je pense que c'est totalement mérité parce que t'as Greg Jackson, t'as Mike Winkeljohn, t'as Brandon Gibson et t'as Israel Martinez pour la lutte et encore un autre que j'ai oublié. Mais là, c'est vrai que en termes de structure d'entraînement, je pense que c'est peut-être la structure la plus complète qui soit. Non, en ça, je pense que c'est mérité, effectivement. Ouais. Personnalité de l'année. Alors là, ça concerne, juste pour vous indiquer, c'est un petit peu annexe. Les commentateurs. Non, c'est pas annexe, c'est les commentateurs, c'est les présentateurs ou les podcasters. Et c'est Joe Rogan qui a gagné. Joe Rogan qui est le commentateur, donc c'est le Thierry Jadar. C'est le consultant officiel de l'UFC. Le commentateur, c'est Mike Goldberg. Oui, mais il commente aux côtés de Mike Goldberg. C'est le Larquet, quoi. C'est pas le Thierry Roland. Ouais, exactement, c'est le Larquet. On cite que des personnes mortes depuis tout à l'heure. Thierry Gilardi. Mais alors, Joe Rogan, c'est quelqu'un de très sympathique. Hein. D'ailleurs, ça nous fera bizarre, je pense, le jour où Joe Rogan cessera de commenter l'UFC. Il a parlé de l'éventualité déjà. Franchement, ça nous fera bizarre. Tout le monde, j'imagine, n'a connu l'UFC qu'avec Joe Rogan ou quasiment. Il y a Brendan Schaub qui est dans la liste. Je l'aurais quand même mentionné. Alors, lui, c'est compliqué, tu peux pas lui donner le prix. C'est pas l'UFC, lui. Le World MMA Awards ne doit rien à l'UFC. Hein. Ils sont pas obligés de. Je te laisse raconter, vas-y. Mais disons que. En personnalité de l'année, ça aurait été intéressant justement de le mettre pour dire on n'est pas tant affilié que ça, justement comme tu le disais à l'UFC, parce que 1, il prend sa retraite de combattant. 2, il prend sa retraite parce que non seulement il en a marre de prendre les coups, mais il n'est pas d'accord avec le deal Reebok. Et il dit que c'est en train de massacrer la paix des combattants qui avant avaient leur propre sponsor et étaient beaucoup plus payés que ce que paye Reebok. Il travaillait sur Fox. Alors, de manière un peu sporadique, donc c'est pas non plus comme Daniel Cormier ou Bisping qu'on voit régulièrement avec Dominique Cruz sur chaque event. C'était épisodique, lui. Lui, c'était vraiment épisodique. Mais comme il a tellement critiqué sur son propre podcast qui est génial, The Fighter and the Kid, si vous parlez bien anglais, je vous encourage à l'écouter, c'est avec l'acteur Brian Callen, c'est assez marrant. Ils parlent pas toujours malheureusement de MMA, ils sont un peu plus généralistes, mais ils reviennent quand même au combat. En ça, il méritait d'être personnalité de l'année parce qu'il a tiré la sonnette d'alarme sur ce deal-là. Il se fait un peu la voix en disant, il aime le MMA à fond, il protège l'intérêt des combattants, il aime Dana White, mais en ce moment, il est complètement en opposition avec lui sur ce deal Reebok, les implications financières, les enjeux, la situation de Monopoly. Ça peut se défendre ou pas, le deal Reebok. Mais en ça, moi, j'aurais nommé personnalité de l'année. Ouais, ça se défend aussi. Ouais. Joe Rogan, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je vais pas le renier, mais pourquoi pas Brendan Schaub. Tous ceux qui étaient nommés dans la catégorie auraient mérité de gagner. Et enfin, la dernière catégorie, c'était justement le consultant de l'année cette fois-ci. Alors là, c'est que des combattants. Donc il y a Michael Bisping, Daniel Cormier, Dominique Cruz, Chael Sonnen et Brian Stann dans la liste. Actif ou à la retraite. Ouais. Et c'est Dominique Cruz qui a gagné. Dominique Cruz qui a remporté. Moi, j'ai aucun problème avec Dominique Cruz. Un analyste très cérébral, un peu comme il est sur le ring en fait. Il calcule vraiment les choses. Il a une vision assez large du truc. Il est pas nerveux dans sa manière de parler, mais calme dans ses explications. Des explications, tu vois vraiment en fait l'œil du combattant. C'est son jeu de jambes en fait. Exactement, c'est l'œil du combattant. Et en ça, c'est le meilleur peut-être. Pas forcément celui qui a le plus de gouaille, mais c'est le meilleur analyste. Justement, en termes de gouaille, celui qui l'a le plus pour moi, c'est Daniel Cormier. Ah bon, moi j'aurais dit Chael Sonnen, mais Daniel Cormier, pourquoi pas. Chael Sonnen, tu le vois moins exposé. Ça, Daniel Cormier, il est très enjoué, il saute sur son siège, et puis il crie, c'est un champion du monde, il est gros, il est serré dans son costard, il bouge. Enfin, moi j'aime bien le voir. Sympathique, il me fait rire et
et voilà. Ouais. Je l'aurais donné à Cormier parce que j'aime beaucoup sa personnalité. Ouais, je suis d'accord, il est marrant aussi. Donc ouais, la dernière partie sur laquelle on va aller, c'était les petites news, hein, comme d'hab, on termine toujours par ça. Une petite série de news, et je sais pas si on fait les pronostics cette semaine ou pas Non, on les fera au moment des de combats. Cowboy contre Cowboy. On les fera parce que ce sera sur l'émission de la semaine prochaine. Ok, c'est la On va semaine prochaine, débriefer, ok. donc on fera les pronos à ce moment-là. Y a pas de souci. Bah écoute, moi je vais faire les news et puis tu vas un peu réagir quand tu auras envie de dire certaines choses. Donc on en a parlé, il y a Rockhold Weidman le 2 qui a été annoncé pour l'UFC 199. Ouais. On a la Bon, date là, ou pas de l'UFC 199? Je vais chercher ça va être mai-juin, je pense. Je te Je vais laisse chercher, chercher. je te dis ça. Ouais. Pendant ce temps-là, je continue. On a Ben Rothwell qui a été annoncé contre Junior Dos Santos donc pour l'UFC Zagreb en Croatie. Ouais. Et on retrouvera notre poids lourd français Francis Ngannou sur la carte aussi. Ah, c'est sur cette carte-là, ok. On C'est a- le 18 juin, pardon, le Rockhold Weidman 2. Voilà. En parlant de la carte où tu voulais faire les pronostics sur Cowboy Cerrone, il faut parler de Tim Means, donc, qui a été contrôlé par l'USADA. Il semblerait que L'agence antidopage américaine. son test soit positif pour le dopage, donc il a été retiré de l'UFC Fight Night 83. Il a été remplacé par le Cowboy, qui est son surnom, Alex Oliveira. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un match Cowboy contre Cowboy. C'est le main event contre de l'UFC Brésilien. Fight Night 83, ouais. De la même manière Qui aura lieu à Pittsburgh. De la même manière que je disais qu'il serait intéressant qu'on fasse dans nos prochaines émissions un sujet sur la salle de gym Alpha Male et Ouais. sa spécificité, ce serait vraiment bien qu'on parle de la procédure de l'USADA parce qu'elle fait vraiment débat aux États-Unis en ce moment. Ils ont contrôlé Yoel Romero. Positif, ouais. Il va peut-être y avoir là visiblement une réduction de sanctions parce qu'il y a un flou. Il y a Tim Means qui vient de tomber. Ils sont en train de faire beaucoup de tests et ce qui pose problème, c'est qu'ils t'annoncent qui est soupçonné d'être dopé Avant la contre-expertise, la contre-expertise contre-analyse, qui pardon. va dire réellement s'il l'était ou pas. Donc là, tu es en train de retirer un combattant d'une carte, tu es en train de ternir un peu irrémédiablement son image. Tu lui fais perdre de l'argent. Tu lui fais perdre. Et puis il y a un manque à gagner, comme tu dis, parce que si tu ternis son image, il y a aussi un manque à gagner à venir. Voilà, donc est-ce qu'il ne faudra pas finalement attendre. Parce qu'ils font des contrôles inopinés maintenant. Donc Ouais. ils prennent tout le monde par surprise à 6h du matin, à 20h quand tu n'y attends pas. Tous les combattants, vous pourrez voir si vous les suivez sur Instagram, postent des photos de ces prises de sang là, Ouais. où justement tu as les membres de l'USADA qui se cachent parce qu'ils veulent pas avoir leur visage montré. Mais voilà, en termes juste procédural, ce serait intéressant de faire un petit épisode et expliquer Bien bien sûr, ouais. le déroulé aux gens pour qu'ils comprennent et tout. Cain Velasquez a été opéré avec succès du dos, donc là il va être out pendant 4 à 5 semaines. Non, ça Avant c'est de juste pouvoir sans s'entraîner. entraînement complet. Sans donc, entraînement, voilà. Pour qu'il revienne à son niveau, c'est va au moins falloir, 3-4 mois, ouais. 3-4 mois. Au moins 3-4 mois. Énorme et tremblement de terre dans le monde du MMA. Dana White a admis avoir commis une erreur. Il a reconnu qu'il n'aurait pas dû laisser Sage Northcutt combattre, lui qui était malade. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a vu que tous les combattants et le public se déchaînaient un peu et qu'il a voulu, à l'image d'un président de club, dire la faute est mienne pour enlever... Protéger son joueur, enfin, protéger son combattant, en la l'espèce. petite pépite. Mais en plus de ça, il fait un deuxième amende honorable cette semaine, puisque Conor McGregor s'était plaint pendant la conférence de presse face à Dos Anjos de ne pas être représenté avec sa ceinture Sur l'affiche. pour le super fight de l'affiche de l'UFC 196, pardon. Et donc là, ils ont refait les posters, on voit les deux avec leur propre ceinture. C'était même plus intelligent de toute façon en termes de marketing. Bien sûr, ouais. Même si c'est pas un C'est super plus vendeur. fight, mais c'est plus vendeur de montrer que les Champion deux sont contre champion. Exactement, et c'est plus marquant. Donc, je sais pas ce que t'en penses. J'aime bien voir Dana White admettre, même si c'est pour protéger Sage Northcutt Ouais, et ses intérêts. c'est marrant, c'est tellement rare déjà. C'est sympa. C'est marrant. Deuxième annonce de Dana White cette semaine, il a annoncé que Ronda fera sûrement son retour en novembre contre la gagnante Holm Tate. Pas dit exactement, ce sera novembre, mais il a dit aux alentours du mois de novembre. Donc on commence à avoir un petit peu un Ça calendrier. fera quasiment un an qu'elle aura pas combattu, pardon. Ça lui fera du bien. Ouais. En espérant qu'elle s'y remette sérieusement. Khabib Nurmagomedov a changé d'équipe, visiblement il serait plus donc à AKA, il a été dans une nouvelle équipe qui s'appelle KHK et qui a pour spécificité en fait d'être constituée par un cheikh. Ouais. Et il y a beaucoup de combattants russes d'origine musulmane dedans qui vont former cette équipe. J'ai pas tous les noms, mais ça se termine souvent en off. Ouais. Donc, Ah, tous les Tchétchènes et tout, ouais. Donc regardez, mettez tapé avec off combattant MMA Ouais. off et vous Magomedov, trouverez je crois qu'il y en a un qui est- Voilà, Magomedov, Murmedov ou je sais plus quoi, il y en a plein. Comme on l'avait annoncé la semaine dernière pour Benson Henderson qui avait rejoint le Bellator, on se posait la question de savoir si Chris Leben qui sortait de prison allait le rejoindre ou pas. Il rejoint le Bellator aussi. Ouais. C'est pas un beau coup en soi parce que Chris Leben est vieux, un peu rouillé, mais c'est un nom dans l'UFC. C'est un nom, ouais. Mais après, est-ce que, ouais, comme d'hab, c'est un peu le recyclage des vieilles gloires par le Bellator. Ils étaient sortis C'est un la peu. MLS. Aujourd'hui, le Bellator, c'est Malheureusement, la MLS ils essaient de sortir l'UFC.
de cette spirale et ils y retombent. Ils ont toujours tendance à y retomber, c'est dommage. Et puis en fait, 2 dernières news. Alors Dominic Cruz a été suspendu 180 jours pour sa petite blessure au pied. Ouais, enfin interdit de combat, c'est ça? Interdit de combat par les médecins de l'UFC. Et enfin, il se dit peut-être dans les tuyaux qu'il y aura un combat Nick Diaz contre Anthony Pettis pour la veille de l'UFC 197 le vendredi soir. Ça n'a pas été confirmé, ça reste à voir, mais en tout cas, ça annoncerait le retour de... Ce serait très intéressant ce combat s'il se concrétise pour 2 choses. Nick Diaz, je veux pas dire de bêtises, mais ça fait très longtemps qu'il a pas gagné un combat. Ouais. Voire peut-être 5 ans, mais tu vas me le dire en regardant. Je peux regarder, ouais. Et Anthony Pettis, il est dans une très mauvaise spirale depuis qu'il a perdu face à Eddie Alvarez et à Rafael Dos Anjos. Et ça peut peut-être faire du bien de tomber pour lui sur un striker, où il sera peut-être en mesure de se mettre en valeur. Nick Diaz, c'est toujours agréable de le voir combattre. Les conférences de presse, ça va être génial. Donc... ce serait bien que ça se fasse, ce serait intéressant. Il est sur actuellement 3 défaites. Depuis 2011, la dernière victoire contre BJ Penn de Nick Diaz. 2011, donc 5 ans, ouais. Un peu moins. Donc voilà, ce serait intéressant. Il y avait une dernière news dont on voulait parler aussi, c'était le Bellator 149. Oui, alors c'est pas une news, ça c'est juste un petit conseil pour vous pour ce week-end. Regardez-le, vous allez avoir le combat de Royce Gracie qui revient à 49 ans contre face à Shamrock. Et il y avait le deuxième combat aussi pour tous ceux qui étaient habitués à regarder les vidéos sur internet de Kimbo qui se battait dans la rue ou dans des parkings, dans des Kimbo Slice à l'époque vraiment des combats de rue comme ça. Il combat contre Dada 5000 je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, Dada 5000, qu'est-ce que j'ai ri comme j'ai vu le nom. Donc c'est t'avais André 3000 et maintenant t'as Dada 5000. C'est André 3000 ou 2000? 3000, non, ouais, 3000. Sport 2000 et Dada 5000. Donc ouais, donc allez voir ça, ça peut valoir le détour, ça peut être marrant. Et puis Kimbo, ça reste une figure. Et là, c'est plus un freak show, vraiment. Ouais, c'est le freak show, ouais. Qu'un vrai combat, quoi. Mais c'est sympa à regarder. Ouais, c'est n'importe quoi. Kimbo là, la barbe. Non, Shamrock, pardon. Non, Kimbo, c'est Kimbo qui a la grosse barbe. Et Shamrock, attends, je voulais voir son âge exactement. Bon, il a 51 ans, donc c'est 51 ans Shamrock. Donc vous avez tous votre père et votre grand-père qui vont s'affronter ce week-end. Et 49 ans Royce Gracie. Donc ça, c'est pour ce week-end. Ça va être très lent comme combat. C'est le Bellator 149. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette émission. Comme on vous a dit, on a enregistré donc des interviews avec Brandon Gibson, entraîneur à la salle de Jackson Wink, et Patrick Côté, combattant canadien, actuellement à l'UFC. Donc restez connectés sur YouTube, on va bientôt les poster. On va balancer tout ça. Ouais. Le temps juste pour nous de mettre les sous-titres en français parce que les interviews ont été faites en anglais. Donc, pour Brandon Gibson. Vous excuserez notre accent titi parisien. Sur les vidéos. Puis, voilà, en espérant qu'elles vous plairont. Nous, on a pris vraiment du plaisir en tout cas à la faire. Et puis on vous dit sûrement à la semaine prochaine si tout va bien. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, bye.